n'y arrive pas. C'est la meilleure publicité pour le chat. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Je vais vous laisser parler, les amis. Ceux qui vont parler à ma place aujourd'hui, c'est Philippe Alfonsi. Je vais essayer de le faire. Sophie Garel. Bonjour à tous. Isabelle Motro. Jean-Luc Lemoyne. Et Stéphane Poquelin. Bonjour Laurent. Et l'émission toujours animée par Macha Béranger. Ça m'est arrivé ce matin sur l'antenne d'Europe 1 en direct. Je parlais très bien jusqu'à ce que j'arrive ici. J'arrive au micro à côté de Julie, qui doit être contaminée ou contaminante. Et d'un seul coup, pouf, un chat. C'est sûrement pour faire la pub Pouf qui de la dernière Julie journée, la dernière journée de l'exposition de Philippe Gueluc. Ça doit être ça. Oui. Ça, c'est de la solidarité. Voilà, Gueluc arrive même à foutre un chat dans ma gorge. C'est quand même terrible. Vous allez bien, vous? Oui, remarquablement. À nous, ça va. Nous, la santé, on est prêt à prendre ta place, hein, quand tu veux. Bah tenez, lisez le courrier des auditeurs. Voilà, à vous Jean-Luc. Alors, c'est un message de Elodie qui dit « J'adore Jean-Luc Lemoyne, c'est un être exquis. » Non, je déconne. Mais en plus, vous allez voir, tous les premiers emails vous sont consacrés. Oh bah alors ça me gêne, vas-y Isabelle. Alors c'est Elodie qui dit bonjour à toute l'équipe, merci de me faire rire, bon c'est sympa. J'ai beaucoup aimé l'émission du 1er janvier et à ce sujet je voulais tirer mon chapeau à Jean-Luc Lemoyne qui est à mon avis le plus À mon drôle avis, elle de veut pas vos tirer avec le chapeau. Hein. Mais si tiens le chapeau, tiens le reste. Finalement, c'est pas mal comme place. Je laisse Voilà. parler, moi j'interviens en Tiens, sniper. vas-y Philippe. Il a Non, il peut refuse, pas. il a la Non, cataracte. c'est un journaliste, il n'a pas le droit de se commettre. Dans Non, ce c'est genre. qui veut pas mettre ses lunettes surtout. Bon, alors c'est une Mélanie, encore une gamine qui souhaite bonne année à tous et qui embrasse surtout Jean-Luc. Ça me dégoûte un peu. C'est à toi. oui, hein, J'aime bien. Pour l'instant, ça me plaît bien cette émission. Alors. N'ayant pas entendu de email pour vous mercredi dernier, ça s'adresse, cher Jean-Luc, encore à toi, Jean-Luc Lemoyne. Je me permets de vous envoyer le mien, d'email, et pas de Jean-Luc Lemoyne. Je voulais vous dire que vous êtes attendrissant, accompli, angélique, beau, brun, blindé, brillant, calme, céleste et culotté, digne, distingué, divin, éclatant, exquis, enchanteur, fameux, fin féerique, gentil, généreux, grandiose, humoristique, homérique, humide, elle est bien renseignée, inédit, incomparable, inimitable, jovial, jamais triste, jeteur de sorts, et j'en passe et des meilleurs, très mignon, trop beau, très ténébreux, je croyais que ça m'était Non, réservé c'est ça, c'est urbain, dictionnaire, utile, usité, ubuesque, vénitien, volontaire, vénéneux, xénophile, xanthogénique, yakuza, un peu yougoslave et zébulonesque, bref, l'homme idéal. J'attends avec impatience son DVD et son passage au Bataclan, Flo. Oh. Mais vous avez votre famille qui C'est écrit, dire. c'est pas possible. Oui, Qu'est-ce que ça- non mais si sa famille a écrit, elle en fait trop. Hein. Mais D'ailleurs, ça me permet de dire que je serai au Bataclan justement fin janvier. Alors, il y a même des petites blagues. Des petites blagues. Alors ça va être très bien. Alors, ça vient de Philippe Manière, qui n'en fait pas. C'est Stevie. Ils sont bons, hein, ils sont meilleurs que Oh moi. là là. On est à bonne école, hein. Alors, c'est Stevie. C'est l'histoire de Stevie qui est en voiture et il écrase un lapin. Dépité, on lui dira ce que ça veut dire, hein, Stevie. Il s'arrête. Dépité avec un P, il s'arrête et ramasse l'animal mort. Puis, il se dirige vers la ferme la plus proche où il trouve le fermier. Excusez-moi, c'est à vous ce lapin? Ah non, nous, nos lapins, ils sont moins plats. Source, je sais plus. Il vaut mieux. Quoi Ça Ah veut bah dire c'est quoi une blague pour Stevie. Hein, Ah, dans le les sens. lapins sont moins plats parce qu'ils ont été écrasés. Ah bah je crois que je peux passer ma soirée avec Stevie, j'aurais compris. Une autre. Alors, Georges Kerdelu, Oui. qui habite Nantes et qui signe, et je vois qu'il dit un petit mot pour moi qui est moyen. Donc, je suis bien contente que vous ayez Ah bah, on signé. voit alors. Passez-moi ce courrier, parce que vous allez voir un peu. Voilà. Ah, je pense que je vais avoir la voix qui correspond Il pour retrouve celle-là. sa voix, là, on dirait. Il est de bon ton d'être de gauche dans votre émission et de lire Libé, feuille confidentielle des gauchistes intello ou pseudo-intello. On peut pas dire qu'on fasse particulièrement de la publicité pour Libération. Alors ici, hein. confidentiel. Ça vole souvent bas dans vos émissions et l'ignorance de vos camarades est souvent désolante. C'est Parfois, vous semblez découvrir des choses archi connues. Bah Oui. oui. Bush n'est pas un nazi, contrairement à ce que vous dites. L'histoire montrera qu'il avait raison car il a débarrassé l'Irak d'un dictateur voyou. Si nous avions un tel président chez nous, dit-il, c'est lui qui dit qu'on est de gauche, hein. Si nous avions un tel président chez nous, comme Bush, on ferait des réformes que l'on n'ose pas faire, notamment dans la fonction publique. Chirac, c'est un froussard qui laisse Raffarin... Ah non, moi jamais je ne laisserai ici dans cette émission dire du mal du Ah, c'est ce président monsieur Chirac. qui dit ça. Ça, Chirac, c'est un c'est- froussard Non, c'est quelqu'un de bien, Jacques Chirac, ça qui suffit. laisse maintenant. Raffarin en première ligne. Dans votre émission, Non, on ça se suffit. moque volontiers des cathos, mais on ne risque pas
de faire la même chose avec les musulmans. Ils sont trop violents. Ah, on n'est pas téméraire. Non, Ruquier, Dinard n'est pas une station de vieux. Venez, vous verrez, il y a de beaux garçons. Ah, j'adore. C'est la totale. Hein. C'est signé Le Pen, non? Non, mais... Ça, c'est Les idées Brico, là. reçues tuent. Et vous en avez des tonnes en réserve, inversement proportionnellement à votre culture. Sophie Garel est une langue de vipère gauchiste. Ah, vous avez remarqué. Enfin, la vérité. Mais oui, toutes les vipères sont de gauche. Absolument. Voilà. Georges, Il dit pas des bêtises. Il est renseigné. le côté gauchiste de Non, mais- Sophie Garel ouais, n'avait échappé à Je sais personne. même pas se trouve la gauche et la droite. Non, mais vous- Attendez, Non, parlez-moi mais des vous voyez, vipères uniquement. non, mais vous voyez ce que c'est de ne pas être de gauche, parce que s'il était de gauche, il aurait certainement été dans sa jeunesse stalinien. Il saurait que Staline, à propos de Sophie Garel, l'aurait certes traité de vipère, mais de vipère lubrique. Oui, Ce qui est absolument. génial, c'est que monsieur Georges Kerdelu, qui habite rue Villerose à Nantes, on donne toute l'adresse, Il n'a pas un email? Donne son email. a envoyé ça. C'est les petits trucs, hein, on reçoit ça quand on donne un peu d'argent À la de temps en SPA. temps aux associations. Et lui, en dessous, c'est marqué « Ensemble, luttons contre le handicap ». Mental, bien sûr. Comme quoi, vous voyez, nul n'est totalement mauvais. Oh, écoutez, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des lettres aussi de temps en temps qui Bien nous sûr. remettent un peu en place. Qu'il nous fasse rire. Ah oui. Moi, Non, mais j'aime ce que je bien. trouve bien, Disent la vérité sur c'est- Sophie ce qui Garel. est Voilà. bien et ce qui est C'est rare ça dans qui est sa important. lettre, c'est qu'elle est signée. Parce que la plupart du temps, quand on reçoit ce genre de courrier, bien sûr, les gens ne C'est tout en signent son pas. honneur. Non, à mon avis, c'est un mec qui a signé avec le nom du voisin. Oui, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il dit que c'est le vrai nom, ouais, c'est ça. Georges, je vous fais un baiser de vipère. Vous allez voir, c'est bon. Alice Donna nous attend au téléphone. Bonjour. Bonjour, Vous allez bonjour bien tout le monde. Oui, ça va bien, merci. Vous avez déjà reçu des courriers aussi méchants? Oh, du coup, non, méchant, non, Non. non, ce point-là, non, mais des fois, oui, ça peut arriver. En ce moment, c'est plutôt les SMS, les choses comme ça. Ah oui, on vous envoie des SMS méchants? De temps en temps, oui. Enfin, c'était pendant Star Academy. Le fait que j'avais ma fille qui y était, alors voilà, c'est des gens Ah oui. qui sont pas contents qu'un tel ait été viré. Et Les voilà. gens disaient tapez 1, tapez 2, tapez-la 3 fois. Pourquoi nous avons Alice Donna au téléphone aujourd'hui? Tout Oui. simplement parce qu'Alice fête ses 40 ans de carrière et ce sera à l'Olympia lundi soir prochain. Hélas, j'aurais aimé être des vôtres, chère Alice, mais Eh je oui. ne pourrai être présent à cette soirée à Allons 20h30 de l'Olympia. Mais je sais que nombreux ce seront non seulement le public, mais les amis du métier qui fêteront cette carrière si riche. Oh, c'est Ai-je bien gentil. dit tout ça? Oh, c'est très joli. Moi, C'est je crois que très, je me très suis pas joli, mal mais démerdé sur ce coup-là. On va vous regretter, Laurent. Pourquoi il va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais alors sérieusement, vous Oui. allez évidemment chanter sur scène, mais il y aura des duos aussi, puisque c'est la mode des duos en ce moment. Oui, bah il y a plein. Bon, moi j'avais envie de réserver plein de surprises au public. Ah bon, la surprise ça aurait été que Serge Lama ne soit pas là, donc il sera là. À la télé aussi, d'ailleurs, en ce moment. Voilà. et donc il sera là. Et puis bah il y aura d'autres personnes qu'on attend peut-être pas sur scène. Voilà. Juste une question qui n'a rien à voir avec vous, mais les maxillas, on les suce ou on les avale? Une question qui n'a rien à voir avec Oh, vous. c'est- ouais, voilà. Parce qu'on vient de m'en apporter, merci. Ah merde, j'ai fait renverser l'eau. Pardon, Alice Donna. C'est très surréaliste comme interview. Non, je me rends pas bien compte. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut continuer l'émission. Non, mais je m'adresse à une spécialiste de la voix. Vous êtes prof de chant. Quand on a comme ça un chat dans la gorge, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah déjà de prendre un médicament qui s'appelle Maxinaz, c'est pas terrible. Laz, Oui, comme oui. le bal du même nom. Il y aura un hommage particulier à Gilbert Bécaud lundi soir, je crois, à l'Olympia. Bah alors, la première partie, c'est essentiellement consacré à Gilbert Bécaud, parce que je trouvais que c'était bien, d'une certaine façon, de le ramener à l'Olympia aussi. Et vous aviez eu un bon succès avec ça, il faut le dire, au Théâtre des 10 heures. Ah tout oui, et récemment. puis là, j'ai tourné toute l'année, et je continue à chanter Bécaud un peu à droite à gauche, mais maintenant, on va mélanger un peu les deux spectacles. Et puis la deuxième partie, c'est un peu une biographie en chanson, avec plein de surprises visuelles, en chanson. Bon, ça, voilà. C'est-à-dire vos chansons, celles que vous avez interprétées, mais aussi celles que vous avez
composée. Ah non, oui, et puis, non écrite, hein, parce qu'à chaque fois on dit ça, elle a écrit. Non, elle compose. Elle Alice Donna. compose, voilà, ou enfin, on écrit de la musique, c'est un petit peu pareil, mais En dehors de Serge Lama, 2, 3, 4 noms pour qui vous avez composé, Alice. pour qui j'ai composé, Reggiani, Mireille Mathieu, Dalida, Claude François, Ouais, que des inconnus, quoi. Dassin, Carlos. Carlos, pour Carlos, vous avez fait quoi? Alors, on avait fait tout un album qui s'appelait Une journée de Monsieur Chose. C'était une comédie musicale dans laquelle chantait Dassin, chantait Joël d'Il était une fois. Et la comédie musicale, peut-être elle verra le jour un jour, je sais pas. On avait écrit Joël, ça avec chantera Claude plus, Lemel et c'était... Quoi Joël, elle chantera plus, faut pas espérer. Ça c'est le moine. La pauvre. Bon, en tout cas, tiens, puisque vous avez composé de nombreuses chansons, vous n'êtes pas responsable des textes. Pour quelle chanson vous avez composé une musique et vous considérez que cette chanson c'est peut-être la plus bête que vous ayez jamais faite? La plus bête que j'ai jamais faite, c'est une dont moi j'ai fait le texte. Ah, Voilà. c'est laquelle? C'était la musique d'un feuilleton télévisé que certains de chez vous doivent connaître, ça doit leur rappeler enfant, qui s'appelait G.I. Joe. Ah oui, G.I. Joe. G.I. Joe. Et ça donnait quoi? Eh ben, ça de G.I. Joe. G.I. Joe, tous des copains et des héros. Face au danger, ils luttent pour la liberté. G.I. Joe, c'était quand même une grande passion. C'était bien. Vous la chanterez à l'Olympia? Il y en aura peut-être un petit bout, oui. Ça serait bien. Ah, j'adorerais ça. Ah ouais. Par Serge Lama. Oh, ce serait bien. Je propose qu'on vous écoute, Alice. C'est le mieux qu'on a à faire avant d'aller vous applaudir à l'Olympia lundi soir pour cet hommage. Non, parce que ça fait toujours fin de carrière. Ah oui, ça fait. Non, parce que le 12 janvier 64, c'était la dernière de ma première fois à l'Olympia. Voilà. Donc je prends ça pour une continuité, pour un recommencement. Parfait. 40 ans de carrière à l'Olympia, lundi 12 janvier, dans 2-3 jours, donc à oui, 20h30. Alice, voici, vous l'avez deviné, puisque vous savez que c'est une des chansons qui m'amuse le plus, la chanson Hypocalorique. Ah oui, parlons-en. Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir. Ces beautés rondes et sublimes non plus pour nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, parole et musique hypocalorique est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin, le riz au lait, le ribot, le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Parce que c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillant, cotillon, serpentin. Chantons tous sur ces calculs, notre jus de carotte et les jours sans pain. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommes laids et femmellettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des os. Se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun combat, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gras. Le riz au lait, le ribot, le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Et faut se priver de faisant, de parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rhum-sec, le vin cuit, les rentrées et les cuites, les cornichons de Dijon, du corneau, du carnot et le fond du matou. Faut supprimer le pistou, la pistache, les poutous, il faut supprimer tout. Et le miroton, les moutons, les croutons, la choucroute et les coupes chrétiens, la paella, la pizza, les petits pois, la coca, la vodka, les gros grains, la poudre au pot, les picots, les imboules, les confits, les potins, et le radada, le dodo, les papas, les bobos, le citron, les pépins. Ah, c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillant, cotillon, serpentin. C'est toujours à la diète, au jus de chaussettes, au jus de cailloux. Cette chanson, parole et musique hypocalorique est faite pour vous. Alice Donna à l'Olympia, lundi soir. Quand Michel Drucker, là, d'un seul coup. Alice Donna, formidable. Ce que j'aime, c'est que vous voyez pas, mais il y a un geste ample, et là, la voix, elle sort pas. Ouais, Parce ouais. qu'elle avait-
Faut supprimer aussi le saumon d'ailleurs. Vous avez vu ça ce Ah matin, oui. entendu Mais ça pas sûrement. celui d'élevage uniquement. Évidemment, Oui. voilà, le Oui, saumon. parce que le saumon sauvage qu'on va pêcher nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai, hein, le saumon d'élevage représente quand même 50% de notre consommation, ma chère Sophie, c'est donc qu'il faut s'inquiéter. On nous dit ça toujours après les fêtes, hein. Ils sont bien gardés de sortir évidemment l'étude avant Noël. Hein. C'est vrai, tiens, j'avais pas pensé. Non, mais c'est un hasard. Très bonne remarque. C'est sûrement un hasard, oui, 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 oui. Ah, quand même. Toxique, Qu'est-ce qu'on risque cancérigène, c'est cancer, cancérigène. carrément. Ah On bon. risque de mourir. 250 grammes de saumon et paf, une tumeur. Et si Mais- c'est du saumon fumé, c'est encore pire. Ah bah, il faut pas fumer le saumon. Exactement. Ça, je l'ai dit ce matin. Il y aura dans les restaurants des zones saumon fumé, des zones saumon non fumé. Ça va être terrible. Moi, j'ai un patch anti-saumon. Ah, ça. Les gens sortiront sur le trottoir fumer leur saumon. Ça va être affreux. Non, mais sérieusement, vous y croyez, Alfonsi? Ah oui, ça stocke. Non, mais j'ai entendu ça comme vous ce matin. Ça stocke toutes les cochonneries, Le saumon. le saumon. Et ça transforme ça en un produit très dangereux. Voilà. Ah bah oui, il y a C'est des tas une de espèce trucs. Bah alors c'est la mort de d'éponge. tous les sashimi et les sushis. Bah voilà. c'est la une mort. éponge à cochonneries. Et oui, C'est-à-dire que ça l'année ramasse prochaine à tout- Noël, tout le monde mangera du poisson pané. Non, mais vous savez, l'argumentation était formidable ce matin. On nourrit les saumons d'élevage avec de la farine de poisson. Et la farine de poisson étant elle-même polluée par, si c'est notamment pêché dans la mer du Nord ou ailleurs, c'est gravement pollué. Donc le saumon ingurgite cette pollution et vous la rend sous forme de petits bouts de cancer possibles. Mais c'est quand même assez sympa, parce que c'est vrai que donner à manger du poisson aux poissons, c'est simplement essayer de faire. Enfin, c'est extraordinaire. la vache folle. On fait la vache. quoi. Enfin, en même temps, les poissons, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mangent d'autre que du poisson? Ils ne vont pas manger Ils de la peuvent vache. manger Bah si, justement. Ils peuvent. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, C'est un peu d'ailleurs. idiot ce que vous venez de dire. Je Les sais, poissons, mais ça c'est le mange principe du de cette plancton. émission. Ah là, Bénichou est battu dans la mauvaise foi, je trouve, là. Ça, c'est bien, là. Non, franchement, Il se force. le poisson est dans l'eau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mange d'autre, à part quelques rescapés Glissons. Alors. Glissons. Non, on parlait des... Mangez du saumon, retrouvez votre famille. Alors, du coup, c'est nous qui restons sans voix. Ah oui, là, on doit dire que... Vite, il t'attend médicament. Un peu de maximase, s'il vous plaît. C'est ce qui s'appelle de l'humour noir, évidemment. Bon, d'accord. Bon, on a bien le droit de temps en temps, non? Et on vous accompagnera pas au procès, tant pis. C'est pas. Bon, j'en reviens à mon saumon, là. Oui. Alors, non, alors sérieusement, si c'est cancérigène, tout est cancérigène. Non, franchement, tout n'est pas... Mais on moi peut- j'avais entendu dire que pour consommer le poisson cru, puisque c'est un phénomène de mode et que de plus en plus on mange des sushis, qu'il fallait mettre quelque temps au congélateur le saumon. Mais est-ce que ça veut dire que ça tuerait les... Bah non. les- Non, au Le contraire, ça les cancer, congèle. ça se saurait. Parce que si ça tue le ça, cancer, ça permet d'avoir le cancer plus tard. En Ah. fait, quand tu le manges plus tard. un cancer sans fièvre. Voilà. Ouais, exactement. Cancer différé. Je crois que mon record est battu. Tiens, en parlant de records, moi j'ai tout regardé dans le quid ce matin à propos du saumon. Hein. Ils ont des tas de records, les saumons. Hein. Ils sautent à 3 mètres, ils font du 40 km/h. Les femmes aussi Ils parcourent, 3000 km. Là, je Mais parle bon, des saumons Laurent, sauvages. je voudrais vous poser une question. Bon, visiblement, il y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie en ce moment. Vous perdez votre voix. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez mal au talon. Mais vous vous emmerdez à ce point que le matin, vous lisiez le quid pour savoir des choses sur le saumon. C'est quand même, je sais pas. il y a- Monsieur, je travaille, j'écris une chronique chaque matin ici Ah, pour d'accord. Europe 1 et quand je choisis un sujet, j'étudie, vous voyez, je me documente, D'accord. ça permet d'avoir des idées, de trouver des petites âneries, des petites conneries, des petites choses à dire, vous voyez. D'accord, donc Hein poursuivez. Alors, donc, Et puis, il cherche le des nouveaux saumon saute en chroniqueurs. 3 Il mètres. cherche des nouveaux chroniqueurs. Donc là, il regarde chez les saumons. Michel Saumon va pas tarder à être invité, c'est nul. Non, mais c'est bien beau d'annoncer des trucs comme ça, mais est-ce qu'ils vont retirer toutes les bêtes Est-ce qu'ils vont... Les bêtes, c'est des bêtes, les saumons. Hein, je suis désolée, c'est même un animal de compagnie. Moi, j'en mange régulièrement. Donc, est-ce qu'ils vont les retirer? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se pencher sur ce problème sanitaire? Non, je pense, comme je l'ai dit ce matin, que désormais, plutôt que effectivement de consommer du saumon d'élevage, il faudra acheter le livre J'élève mon saumon par Edwige Entier. et là, d'un seul coup, on pourra être à peu près garanti que le saumon que vous avez est bien élevé. Hein. Ah, mais quand même, il faut défendre les producteurs de saumon, parce que j'étais en train de dire une connerie sur la vache folle, et c'est comme ça qu'on fait naître des psychoses. Je lis dans l'article du journal que Laurent vient de me passer, craignant une crise similaire à celle de la vache folle, les entreprises d'aquaculture ont pris les devants et multiplient les démarches de qualité. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes rassurés. Non.
Tiens, puisqu'on parlait de Michel Saumon il n'y a pas longtemps, Michel Morgan a des soucis avec son petit-fils. Vous avez vu cette histoire glauque, sordide, bataille autour d'un bébé de star. Le petit-fils du chanteur c'est Richard Anthony, le chanteur, c'est ça, ça. Le petit-fils du chanteur Richard Anthony et également arrière-petit-fils de l'actrice Michel Morgan est à la DAS parce que ses parents, il y a une guerre entre les parents et les grands-parents, on ne sait plus qui doit s'en occuper. Enfin, c'est une catastrophe, cette histoire. J'ai lu aussi qu'en fait, visiblement, il y a la famille qui a porté plainte, entre guillemets, en disant que le couple n'était pas en mesure d'élever correctement son enfant. Il n'est pas net, faut dire, ce couple, non plus. C'est bizarre. Sarah Marshall et Alexandre Anthony. On l'avait reçu, lui, une fois à la télévision. Très sympathique, trop propre. C'est-à-dire que 8 jours après, je recevais une invitation pour leur mariage. Je me dis, tiens, je les connais pas. C'était très people, leur mariage, alors qu'ils n'ont rien fait de leur vie, ces deux-là, Sarah Marshall et Alexandre Anthony. Sarah Marshall a fait un peu de mannequinage, je crois. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Non, c'est vrai. C'est sordide parce que ce petit gosse, évidemment, n'y est pour rien. Et Madame Michel Morgan, qu'on respecte et qu'on aime, répond d'ailleurs dans la presse qu'elle aurait envie, évidemment, que cette affaire-là s'arrange très vite. Et elle dit aussi bien sa grand-mère maternelle, là elle parle d'elle, que sa grand-mère paternelle sont prêtes à s'occuper de cet enfant plutôt qu'il soit confié effectivement à la DAS. Ça paraît logique. Oui, bah, bien sûr. C'est normal ça de confier un enfant qui a ses grands-parents à la DAS. Quand les parents ne veulent pas que les grands-parents le prennent, j'imagine que... Ah non. Si les parents sont inaptes, automatiquement il y a un jugement et la DAS vient demander à la famille, il y a un conseil de famille. Les parents sont inaptes, les mannequins, il est chanteur. Non. Pas les chanteurs, qu'est-ce qu'il a chanté? Et la famille qui est volontaire prend l'enfant. Non, on ne le confie pas directement à la DAS comme ça. On peut l'adopter le petit ou pas? Parce que comment ça se passe là? Et on a les droits d'auteur de Richard Anthony? Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Les soldes d'hiver chez But, c'est moins 20, moins 30 et jusqu'à moins 50%. Sur des centaines d'articles signalés. Les soldes d'hiver chez But. Venez, c'est maintenant. Sauf réglementation préfectorale. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Bon, Carole, alors, je suppose que vous êtes contente d'avoir gagné. Surprise? Disons que j'étais assez confiante. Je savais en venant ici que je pouvais réaliser une bonne opération. Alors. C'est chose faite. Bravo, Carole. Merci, merci. Du 7 au 18 janvier, chez Intermarché, c'est l'opération 100% remboursée. Avec l'opération 100% remboursée, vous êtes sûr de gagner. Intermarché vous rembourse plus de 140 produits, soit jusqu'à 400 € d'économie. Intermarché, donnons plus à celle qui donne tant. Remboursement par virement sous 8 semaines, voire modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. C'est la période des soldes. Vous me direz, c'est l'occasion de profiter des prix bas. Mais les prix bas sont garantis par le remboursement de la différence. Les prix bas sont garantis service compris. Ce sont les prix Darty. Il ne tient qu'à vous de le vérifier, même pendant les soldes. Les prix bas ne sont pas des prix soldés, ce sont toujours les prix Darty, garantis par le contrat de confiance. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stéphane Poquelin et Jane Birkin, et Sophie Garel. Et toujours Jane Birkin à l'animation. Lisez cet article pour moi, Stéphane Poquelin, et je suis sûr que mes petits camarades vont le commenter volontiers. Chers amis, sachez que les Françaises sont les plus satisfaites de leur vie. Les Françaises, hein? Oui, les Françaises sont les plus satisfaites de leur vie de couple en Europe. Et les Britanniques les moins heureuses, selon une enquête très sérieuse effectuée dans 6 pays européens et publiée hier à Londres. J'ajouterais même que près de 90% des femmes de l'Hexagone ont déclaré apprécier leur relation conjugale, messieurs chapeau, contre 74% des femmes du Royaume-Uni. Les Françaises sont aussi les plus satisfaites de leur santé, qui inquiète beaucoup les Suédoises, et se situent dans la moyenne concernant leurs finances ou leur carrière. Bref, mesdames, soyez heureuses d'être françaises. Hein. Ça me fait penser à une chanson de Brassens. 95 fois sur 100. Vous vous souvenez pas de cette chanson? La femme ne s'emmerde en baisant? Oui, c'est dommage, je suis pas cette succession de chiffres. On a dit qu'on ne parlait pas de ta vie de couple. Isabelle, s'il te plaît. Sophie. Un peu de pudeur. Oui, non, mais alors, attends, il y a une chose que j'ai notée, mon cher Stéphane. C'est uniquement avec son conjoint, on peut pas en prendre un autre?
Pour avoir toutes ces on satisfactions. peut changer, on peut Oui, mais changer. pas en anglais. Il faut éviter, il faut les ramasser en Angleterre par contre. Un thé français, c'est un gage de qualité. Et oui, voilà. Ça veut dire. On a, Made une in très bonne, France. on a une très bonne réputation, il faut bien dire. Exactement. Pas toujours justifié, mais une très bonne réputation. Moi, la semaine prochaine, je fais un week-end à Londres avec Stéphane. C'est vrai? Oui, on a décidé de voir un peu ce qu'on pouvait aller ramasser là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pratiquement du caritatif. Hein. Visiblement, elles sont en détresse. C'est vrai, on s'est dit. Attends, ils vont fonder une ONG. tu sais. Remarque, t'as pas vu la gueule des Anglaises, hein, c'est le Téléthon. Oh non, Laurent, même malade, vous n'avez pas le droit. Le t-shirt ostensible, c'est une affaire qui crée problème à la Redoute. En effet, le catalogue de vente par correspondance a dans ses pages un t-shirt avec une sorte de sigle, mais une sorte de calligraphie arabe. Mais la Redoute ignorait qu'en fait, ceci voulait dire Mohamed est le messager de Dieu. Alors, à la limite, ça aurait été un t-shirt avec un col roulé et que vous pouvez mettre jusqu'à la tête. À la limite, j'imagine que la communauté musulmane aurait accepté, mais sauf que ce problème, c'est le t-shirt, il arrive un peu ras du nombril et il est carrément bras nu. Alors évidemment, un t-shirt bras nu avec dessus Mahomet et le prophète de Dieu, on peut comprendre que ça ait provoqué un certain remous. Donc n'essayez pas de le commander. La Redoute a décidé évidemment que désormais ce produit, cet article serait épuisé. On le retrouve dans les pages du catalogue, mais vous ne pourrez plus l'acheter. Le t-shirt impudique insulte à l'islam. Par contre, ceux qui l'ont déjà acheté peuvent encore se faire lyncher. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est assez drôle parce que ça arrive assez souvent. Vous savez, souvent il y a des trucs avec des calligraphies chinoises et je me dis, mais ça se trouve, on porte des trucs absolument horribles. Faites passer le t-shirt à Philippe Alfonsi. Ce matin, dans les 4 vérités, il y avait l'invité était Elisabeth Guigou. Sur France 2, donc. Oui, sur France 2. Vous n'écoutez pas Europe 1 le matin? Non, mais quand il y a la pub. Et alors, tu me fatigues, hein. Et alors, vous écoutez Europe 1 et quand il y a la pub, vous regardez la télévision. Voilà. Très bien. Et donc, c'est mon autre maison. Et Madame Guigou disait, on parlait évidemment de foulard et tout ça, et elle disait qu'elle, finalement, elle était contre les marques et contre ces t-shirts. Alors elle disait, je préférerais, et ça c'est une révélation, je préférerais un t-shirt où il y a écrit Che Guevara qu'un t-shirt où il y a écrit, Coca-Cola. Elle était contre les marques, mais elle s'est en même temps elle-même révélée, quoi. Ça vous intéresse pas, vous en foutez. Dès que je parle de politique, oui, il est Monsieur Georges qui pense que je suis une vipère de gauche. Je suis une vipère de gauche. encore de le prouver, justement. Je suis une vipère à la mode. Non, mais c'est tout. Dans les signes ostensibles, ce qui est amusant, c'est que bon, c'est pas, enfin, toutes les religions ne sont pas égales parce qu'il y a plein de symboles religieux, notamment la religion bouddhiste, et qui sont utilisés pour des éléments de décor, c'est de décoration ou de décor des fois dans des émissions de télé, et ça choque personne. Oui. Alors que c'est exactement le même problème. Ce que je comprends pas, c'est comment on peut en arriver là. C'est-à-dire comment on peut arriver à ce que quelqu'un dessine ce truc, propose ça, une styliste le propose, on l'imprime, on le fabrique, etc. Et après, on s'inquiète le de ce que ça vend. veut dire. Et à un moment donné, quelqu'un dit ah ben tiens, au fait, ça veut dire quelque chose. Enfin, comment c'est possible? Comme quoi on ne redoute pas assez au catalogue. Non mais c'est dingue, je trouve, vraiment. Mais c'est ce que disait tout à l'heure mon ami Stéphane Poquelin, mon maître. Stéphane Poquelin, c'est comme pour les inscriptions chinoises ou les inscriptions japonaises, notamment celles qui disent bon là vous mettez ça et puis ça veut dire sérénité, si ça se trouve ça veut dire t'es un gros con et puis on ne sait pas, on a ça dans le salon et c'est très joli. Revenons au caractère ostensible de la chose, puisqu'il y a toute une polémique à propos de la loi sur le foulard, sur cet adjectif. On sait que le président de la République tient absolument à l'adjectif ostensible, alors que Monsieur Ferry, lui, préférerait le mot ostentatoire, et que Monsieur Jean-Louis Debré, ce matin, je crois dans Libération, rappelle que lui préférerait l'adjectif visible. Alors, que faut-il choisir? Mais avec quoi il nous amène ça montre bien à quel point on est dans une hypocrisie absolument formidable, parce qu'on est quand même ostentatoire, c'est le terme qui était utilisé en 1989, grande avancée, donc en 15 ans on est passé d'ostentatoire à ostensible, et ceux qui sont les plus durs, enfin les plus fermes dans la laïcité, eux disent faut arrêter le cinéma, faut dire il faut interdire les signes visibles, et au moins ça c'est une position que je ne partage pas mais qui est claire, qui est cohérente, qui est courageuse, mais alors qui va après ça définir ce qui est un signe ostensible et ce qui ne l'est pas? C'est vraiment absolument ridicule, et cette loi, à mon avis, ne sera pas plus appliquée que les décrets précédents du Conseil d'État, tout simplement parce qu'elle est inapplicable en l'état. Il dit oui, Jean-Luc. Oui, non, il faut tout enlever, tous les signes ostensibles. Moi, j'arrête d'utiliser le gel Lacroix, par exemple, des choses comme ça. Alfonsi, oui. Quel adjectif vous mettriez, vous? Ostentatoire. Moi, je reste à ostentatoire, excusez-moi. Moi, je dirais que ça se voit quand tu le regardes. C'est clair.
clair. C'est un bon adjectif. Très bel adjectif. On parlait tout à l'heure des gens de l'Orient, enfin de l'Extrême-Orient plus exactement. Mais de la avec Bretagne du Sud aussi, hein. Oui, non, mais bon, avec les signes chinois, machin, etc. Mais vous savez que, par exemple, quand on allait autrefois, là, quand il y avait une guerre là-bas au Vietnam, il n'était pas rare de voir au bord de la route des dames qui avaient envie de se soulager. Nous, quand on a envie de pisser, on se met au bord de la route et on pisse. Et bien là-bas, elles relèvent leur jupe et elles pissent au bord de la route. Et ce n'est pas et si vous les regardez, c'est vous qui êtes le mal élevé. Donc si ça vous gêne, et si on prend des photos, c'est encore pire, les signes ostentatoires, vous n'avez qu'à pas regarder. Voilà, c'est tout. Hein, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose que les Asiatiques qui sont beaucoup plus sages que nous. Plus de signes ostentatoires d'homosexualité non plus, hein. Moi, j'ai retiré le bandana à mon labrador. Non, c'est vrai. Une information qui sera sûrement passée inaperçue, le retour du papier toilette dans le métro de Tokyo. Les deux Ça nous avait pas échappé. Ouais. Ça nous avait pas échappé. Les deux principales régies du métro Tokyoite, je savais pas que c'était cet adjectif, Tokyoite ou Tokyotatoire, ça dépend. Hein, c'est Oui, c'est ça. C'est Tokyo visible. Les deux principales régies Teito et Toei, hein, c'est la RATP de là-bas, ont annoncé hier le retour, d'ici au 1er avril prochain, du papier toilette dans les stations afin d'améliorer le confort de l'usager. Mais c'est affreux, Il n'y a toujours pas de toilette, hein, mais il y a du papier toilette. Je vois le truc affreux, parce qu'ils annoncent ça pour le 1er avril. Alors, un mec qui va aux toilettes et qui veut s'essuyer poisson d'avril, c'est vraiment totalement... Mais il faut savoir que nos amis de Tokyo en étaient privés depuis 1974, à l'époque du premier choc pétrolier, parce que ce papier était... Vous allez me dire quel rapport C'est ça, Eh ben parce que ce papier toilette était souvent volé pendant la crise pétrolière. Certains jouaient avec, le gaspillaient, ceux qui avaient donc obligé à retirer les rouleaux des toilettes. Donc il y avait les toilettes, mais sans papier depuis 1974. Voilà. Et le Japon, vous savez, est renommé pour son obsession de l'hygiène, et la plupart des WC publics sont pourtant dépourvus de savon, d'essuie-mains et de rouleaux de papier toilette. Marc, c'est normal que les rouleaux reviennent au printemps. Les rouleaux de printemps, c'est assez asiatique. Très bien. Bravo. Vous êtes allé à... Dès qu'on parle PQ, hein, Isabelle Motro, elle est là. Hein, ça... Vous êtes déjà allé à Tokyo, Philippe Alfonsi? Non, jamais. Jamais? Non. Oh, alors vous, le grand voyageur. Ouais, Parce qu'il n'y avait pas de papier, voilà, qu'il y avait pas de- oui, on m'avait dit il n'y a pas de papier dans les... Je n'y vais pas. Les sans-papiers de Tokyo, oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? À la thèse du meurtre, hein, qui refait surface évidemment cette semaine, vous le savez, en Angleterre, le meurtre de Lady Diana, Letter, it was Charles, c'est la une du Daily Mirror, Royal Sensation, Burrell Hans Coroner Bombshell Note. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est sûrement important. Et selon le Mirror, donc Diana affirmait dans cette fameuse lettre que Charles voulait la faire mourir dans un accident de voiture. Moi, je finis par y croire, je vais vous dire. Autant il y a 2-3 jours, je me disais c'est des conneries, je finis par y croire. Cette lettre date de combien de temps avant l'accident? Alors, la lettre date de quelques années avant l'accident. Ah bon, donc il a mis du Pour temps être quand très même. précis. Ah oui. Il est lent, cet homme. Il a mis du temps quand même à trouver sa bagnole. Bah, son il n'est pas chauffeur, très tout ça. mécanicien non plus, Oui, Charles. il est pas hein. nerveux. Hein. Ah, il faut savoir moi, je saurais. Par exemple, moi, on me demanderait de saboter une voiture. Croyez-moi, je ne saurais pas quoi faire. Mais ce Bah, qu'il faudrait je sais pas, savoir, courroie c'est de est-ce qu'il y a une transmission, seule lettre ou il y en a eu plusieurs? La courroie de transmission, vous me dites la courroie de transmission, je ne sais même pas où elle est, moi, la courroie. Mais moi non plus, mais imaginez un peu. Moi, il suffit que je la conduise, c'est un pépin. Là, je vais me faire l'avocat du diable, mais 2 secondes en exagérant évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu plusieurs lettres? Parce que là, on sort celle-là parce que ça arrange bien, puisqu'elle est morte dans un accident de voiture. Mais est-ce que d'un seul coup, on peut imaginer aussi qu'elle était un peu parano et qu'elle a écrit plein de lettres? Une, on disait il veut me faire étrangler, l'autre, il veut me faire assassiner, l'autre, il veut me faire avoir un accident de voiture. Est-ce qu'on peut pas imaginer ça? Mon cher oui. Sherlock, Ah oui. je trouve votre début d'enquête assez pointu, je dois dire. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Ah oui, j'ai pas pensé Voilà. à ça. J'étais un Appelle le Yard. Dis-le au Je pense Yard. que Philippe Alfonsi a des informations, parce qu'il me regarde bizarrement là. Non, je me demandais, je trouvais qu'il t'appelait Sherlock. Moi, je leur ai dit Watson, ça aurait suffi. C'est vrai? Oui. Vous, votre... Dans le rôle que vous jouez, c'est vous Sherlock et lui Watson. Autrement, c'est pas bon là. Allez, vas-y, Hercule Poirot. Vas-y. À Oran, on parlait très mal l'anglais, un peu comme vous, mon cher maître. Et pour Non, mon Sherlock. Et pour dire Sherlock Holmes, on disait Charlot Gomez. Ah oui? Ce soir, il y a les aventures de Charlot Gomez. C'est vrai. Votre thèse à vous sur cette affaire? Alors, ça court les rédactions anglaises depuis longtemps. Hein. On a raconté des histoires extraordinaires, mais vous savez, je crois qu'ils sont un petit peu parano en effet, parce que il y a des journalistes anglais qui vous expliquent très très sérieusement que ce sont les services secrets britanniques qui ont liquidé la dame.
qui s'y sont pris en sabotant le système de freinage de la voiture, et qu'une voiture s'est présentée en face et les a éblouis avec un phare très très puissant. La fameuse Fiat Uno? Et pas la Fiat Non, Uno, était derrière. C'était juste dans l'autre les sens, radars, dans l'autre c'était un sens. flash. Et puis que quand l'autre a voulu freiner, il n'y avait plus de frein, etc. Bon. Et que avant de récupérer la voiture, quelqu'un serait venu subrepticement faire disparaître le sabotage, etc. Enfin, c'est complètement fou comme thèse. Mais les journalistes vous expliquent ça. Il y a des journalistes en Angleterre, vous savez, de ces feuilles ces journaux dans lesquels on n'ose pas envelopper le poisson tellement Même le saumon pourri. Même le saumon pourri. Eh bien, il y a beaucoup de journalistes qui vous expliquent des choses comme ça en Angleterre. Alors, je crois que si c'est pour faire un joli roman, pourquoi pas, mais... Mais moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que des gens croient encore qu'on saura un jour la vérité. C'est comme l'assassinat de Kennedy, on saura jamais. Et là, c'est pareil, ça va nous suivre pendant des années. Il y aura une nouvelle théorie tous les 2 ans. Et puis c'est tout. Mais vous pensez vraiment qu'on saura la vérité un jour ou l'autre? C'est Oswald qui a tué Diana, ouais. Diana. Moi, je pense qu'il est dans le coup. Évidemment. Retour en France alors avec la Mitterrandie qui s'est retrouvée à Jarnac hier, 8 ans après la mort de François Mitterrand. C'était le 8 janvier 1996, donc hier, 8 janvier. D'anciens ministres et proches de Mitterrand se sont recueillis sur la tombe de l'ancien président de la République, où ça, vous l'avez deviné, à Jarnac, à l'occasion donc de ce 8e anniversaire. Mazarine était là, Michel Charasse, toujours prêt, et quelques autres se sont rendus là-bas, alors que certains se sont contentés de faire envoyer des fleurs, comme par exemple François Hollande, ou même Jacques Chirac, quand même, qui y a pensé. Moi, ça, je trouve ça étonnant. Pensez qu'ils ont un agenda, par exemple, à l'Élysée, parce que, quand même, que Chirac Mais pense... il regarde même pas, c'est un gars qui est... Comment ça se passe? Non, ça me... Bon, quand même, la mort. Il y a des services qui sont chargés de faire ça, qui s'occupent de toutes les... l'Interflora. Non, mais je me demandais si le président Chirac, dans son bureau, dit tiens, c'est le 7 janvier, demain c'est l'anniversaire de la mort Mitterrand, je vais envoyer des fleurs. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a peut-être un calendrier où il pique des petits drapeaux comme ça avec des noms. Non, tu confonds avec la poupée de Nicolas Sarkozy où il pique des petits. Le fils de l'ancien président a évidemment été présent, Gilbert Mitterrand, Hubert Védrine aussi, Roland Dumas toujours prêt, Laura Adler, ancienne conseillère à l'Élysée, se sont déplacés et ont rendu hommage donc aux vainqueurs de... Qu'est-ce qui vous fait rire, Isabelle Motro? Rien. Je ne ris pas. En revanche, je tiens à dire à monsieur Georges de Nantes que Sophie Garel n'était pas présente à la cérémonie. Ah non, mais elle est gauchiste, elle. Mais je suis vipère, donc si j'étais là-bas, j'aurais dit des choses en plus déplacées. Si, t'as dit du mal de Roland Dumas, t'as dit qu'il était à côté de ses pompes. En revanche, pour Solutré, alors là, c'est foutu, hein, dites, j'y pense. Parce Pourquoi que donc Solutré, la famille grimpait la roche le lundi de Pentecôte. C'est plus férié. Aïe, aïe, aïe. Ils l'ont fait exprès. Ça, c'est un coup de Raffarin contre la Mitterrandie. Ça, c'est la droite. Hein. On va voir ceux qui aiment vraiment Mitterrand, ils poseront un RTT pour aller grimper la roche. Tiens, j'y pense d'ailleurs. Raffarin qui a supprimé le lundi de Pentecôte, on peut pas dire qu'il soit prophète. Oh, joli. Ça, c'est joli. Très beau. Eh oui. Bon. De temps en temps, il y a des éclats. On va conclure l'émission là-dessus parce qu'on fera pas mieux. L'Académie française met son grain de sel dans la... Quoi? Mais Sophie Garel, l'Académie des Neufs. J'ai senti l'intérêt dans ses yeux, là. Je pensais avoir quelque chose à dire, mais non. L'Académie française met son grain de sel dans la confiture. Je vous explique. C'est Libération qui nous raconte l'histoire de ce monsieur assez incroyable qui a réussi, à force d'obstination, à faire admettre aux académiciens français qu'il fallait faire rentrer dans le dictionnaire le mot muroise. Muroise, fruit issu de l'hybridation naturelle de la ronce et du framboisier. Voilà, ça vient d'entrer dans le dictionnaire français, enfin dans le dictionnaire de l'Académie française, entre le verbe murmurer et le mot muron. Et ça a des conséquences commerciales importantes. Voilà, monsieur Jean Vogel, c'est son nom. Les mouettes. Attends, le mec, il a fait un pari, tu vois. Non, Il est en train de gagner. Il est maire de la ville de Salles, une ville de montagne dans les Vosges. Et il est producteur artisanal de ces petits fruits qu'il fait pousser dans son jardin avant de les mettre en pot. Et cela donne donc de la confiture de muroise. C'est son produit phare. Sauf qu'en juillet 2001, monsieur Jean Vogel a reçu une lettre de la société Alexis Sauvion, productrice exclusive de la muroise, marque déposée en 1989, qui désigne non pas la confiture du même pot, mais qui désigne là des liqueurs, des bonbons, des sorbets, des confitures et autres coulis.
La société Sauvion a fait savoir que l'utilisation, donc sous quelle forme que ce soit, constituait une contrefaçon. La muroise Sauvion était vendue à l'échelle européenne, alors que le petit Vogel, là-bas dans ses Vosges, lui, n'écoulait que 1500 pots par an en Alsace. Réaction de monsieur Vogel: pour que finalement le mot puisse être utilisable par tous, faisons-le rentrer dans le dictionnaire de l'Académie française. Alors je ne sais pas à quel porte d'académicien il a pu frapper. Toujours est-il que quelques années plus tard, effectivement, l'Académie française vient de faire rentrer le mot muroise dans son dictionnaire. C'est incroyable quand même. Joli coup, j'imagine le mec qui a dû les inonder de tonnes de pots de confiture et tout. Les académiciens ont gâté les quelques dents qui leur restaient là-dessus, c'est terrible. Ah oui, j'imagine Jean Dutour avec 80 pots de muroise chez lui. Maurice Druon, totalement diabétique depuis. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable comment ce type a réussi à influencer la majorité des 40 membres de l'Académie. Peut-être que c'est Giscard, en fait, qui j'aime beaucoup la muroise. Mais je suis pas sûr qu'un mot qui soit dans le dictionnaire ne puisse pas être déposé comme une marque. Hein. Exact, c'est ce que dit Libération. Bravo, l'argument qui a convaincu les académiciens. En revanche, n'est pas obligé d'être convaincant pour la propriété industrielle. En effet, le fruit défendu est introduit en grande pompe dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, mais attention, il reste déposé, tout comme frigidaire, par exemple. On trouve désormais le mot frigidaire dans le dictionnaire, il n'en demeure pas moins que c'est un réfrigérateur et pas un frigidaire. Et que ça reste une marque. Voilà. Pour pouvoir l'imprimer sur une étiquette, il faudrait qu'un tribunal reconnaisse le caractère générique du terme muroise. Mais c'est vrai que le fait qu'il rentre dans l'Académie française, c'est un premier pas. On va dire. Premier pas, oui. Voilà. Et d'ailleurs, le chargé de mission de l'Académie française dit: le mot semble utilisé assez largement comme nom commun. Voilà pourquoi on l'a fait rentrer. Oh, c'est très utilisé la muroise. Bien sûr. Moi, quand je dis que tu finis ta muroise ou de claquer au lit et tout, ça marche. Hein, les académiciens ont même trouvé de la muroise chez un pâtissier du 20e arrondissement. C'est vous dire. Ils ont cherché, ils ont fait une enquête. Oh là là. Quand même, ils n'ont rien à faire. Je vois faire. Jean Dutour en train de chercher. Vous avez de la muroise? Non, mais faut qu'on demande à... Vous connaissez la muroise? Faut qu'on demande à Claude Sarraute, parce que Jean-François Revel, son académicien de Marie, doit avoir de la muroise à la maison. Il y a Claude aussi dans son petit sac. Marc pour Dutour, c'est normal. Le On mec n'a qui pas le avait numéro de écrit... Claude Sarraute. On va l'appeler. Le mec qui avait écrit au bombeur, c'est normal qu'il s'occupe d'avoir un peu de confiture aussi. C'est vrai. Savoir si... Non, franchement, il faut qu'on sache si chez les Revel Sarraute, il y a de la muroise. S'il a été arrosé, lui aussi. Bah ouais, parce que ce mec a dû forcément envoyer des pots de confiture à tous les académiciens. Ah oui, tiens, voilà, c'est une bonne preuve, ça. Oui, oui. Début d'enquête. On est en train de faire le numéro... François Muroise n'est plus là. Claude, faites sonner assez fort. Mettez sur vibreur. Ça sonne. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Pourrais-je parler à Madame Claude Sarraute? Ah, madame n'est pas là pour le moment. Elle est à son... Elle est à Laurent Ruquier. Elle est à son bureau? Bonjour, Laurent. Non, bonjour. pas du tout. On peut pas la joindre actuellement? Non. Sur son portable, peut-être? Non plus. Elle est à son cours de karaté? Non. Il est en train de manger un pot de muroise? Attendez, parce que je sais à qui j'ai affaire. Vous êtes Jacques. Oui. Jacques qui s'occupe de Claude et voilà. Jean-François. Alors Jacques, vous allez pouvoir nous répondre. Vous êtes sur Europe 1 là. Est-ce qu'il y a de la muroise à la maison? De la muroise? Oui. Non. C'est un croisement entre un mur et une ardoise. Non, parce que la muroise vient de rentrer à l'Académie française. C'est un fruit issu de l'hybridation naturelle de la ronce et du framboisier, d'après la 9e édition du dictionnaire. Et il y a un monsieur qui fabrique la muroise dans les Vosges qui a réussi à convaincre les académiciens de faire rentrer ce mot dans le dictionnaire. Et donc on s'est dit que s'il avait réussi, c'est que forcément il avait envoyé des pots de muroise à tous les académiciens. Donc on voulait vérifier auprès de Claude et Jean-François Revel si vous aviez de la muroise à la maison. Eh ben, pas du tout. Non. Appelons Jean d'Ormesson. On vous remercie, Jacques. On a le numéro de d'Ormesson. Ah non, on va les faire tous. Ah oui, il y en a et après, on appelle Dutour. Ah non. Et Giscard. Et Giscard. Appelons Giscard. Voilà une vraie émission d'investigation. Allô, allez, Maud. Est-ce que j'ai muroise? Bon, suite de cette enquête sur la muroise dans quelques instants. Oh, ne quittez pas, nous avons Monsieur Jean d'Ormesson au téléphone. Monsieur d'Ormesson, bonjour. Bonjour, Laurent, ça va? Très bien, pardon de vous déranger, c'est juste pour vous poser une petite question. J'aimerais savoir, Monsieur d'Ormesson, si vous avez de la muroise chez vous. De la muroise? Oui.
J'ignore tout à fait ce que c'est. Monsieur d'Ormesson. C'est pas possible. Monsieur Dormesson, auriez-vous un emploi fictif à l'Académie française? La Muroise vient de rentrer dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Ça a été publié au journal officiel du 13 novembre dernier. Ah, La Muroise... je vous félicite de vos lectures. La Muroise est un fruit issu de l'hybridation naturelle de la ronce et du framboisier. Oui. Et c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Jean Vogel qui fabrique la Muroise dans les Vosges et qui a eu, parce qu'il y avait une guerre avec un autre producteur, l'idée, pour que cela devienne un terme générique, de convaincre, paraît-il, c'est Libération qui l'a raconté, c'est donc sûrement vrai, il a réussi à convaincre, paraît-il, une majorité d'académiciens de faire rentrer son produit, la Muroise, dans le dictionnaire de l'Académie, et c'est officiel, c'est dans le JO. Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est le féliciter mes confrères et me promettre de manger de la Muroise en votre honneur le plus vite possible. Mais en tout cas, il ne vous en a pas envoyé. Vous n'avez pas été acheté par le producteur de Muroise. Non, vous voyez comme nous sommes incorruptibles. Mais et d'ailleurs ignorants. Mais Jean d'Ormesson, c'est courant comme ça qu'il y a des gens qui fassent du lobbying pour que certains mots rentrent dans le dictionnaire? Ah ben, vous savez, il y a des mots qui entrent et puis des mots qui disparaissent. On en fait partir aussi un certain nombre, on les met à la retraite. Ben oui. Il n'y a pas de retraite pour les académiciens, mais il y a des retraites pour les mots. Monsieur Giscard d'Estaing a-t-il eu, à votre avis, des pots de Muroise? Ah, ça, écoutez, demandez-lui. Il sera enchanté de vous répondre. Ben, en tout cas, nous vous remercions et nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Merci Laurent, à Mais nous ne bientôt. voulions pas tourner autour du pot. Non, c'est Muroise, oui. Au revoir, à bientôt. Oh, c'est très drôle, ça. Autre actualité importante, celle de Justin Timberlake. Quand même. Justin est terrorisé à l'idée d'épouser Cameron Diaz. C'est qu'il vit avec Cameron Diaz. C'est l'ex de Britney Spears, qui elle s'est mariée en express. Attends, Cameron Diaz était marié avec Britney Spears? Non. Pas encore. Comment tu dis, toi, Britney Spears? Non, attendez, je vous explique. Cameron, c'est celle qui a la grosse bouche comme une raie. Exactement. Qui dit vipère, hein. D'ailleurs, son mari, toujours, il veut l'enculer une pipe. Ah non. Et ils applaudissent en plus. Mais l'encouragez pas, malheureux. Nous, on va plus le tenir. Voilà, oui, Toi, on va vous plus le le lancez tenir, là, il va nous mettre. Je vous rappelle quand même, chers auditeurs, que les textes sont écrits par Isabelle Motro. Oui, il lisait son texte, j'ai vu. Il lisait. Et franchement, il n'était pas fier. Et c'est Isabelle Motro qui fait si, je t'assure, ça passe. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, aujourd'hui? C'est Christophe à l'évêque qui m'a dit de dire ça. Non, alors, je vous fais le résumé de la situation. On sait que cette semaine, Justin Timberlake a appris, comme nous dans la presse, que la petite Britney Spears avait fait un mariage express avec un type qui s'appelle Jason, qui d'ailleurs, depuis, vend la vidéo du mariage express, puisque le lendemain, ils ont demandé tous les deux l'annulation du mariage. Ah si, je vous jure. Ah oui, ils vendent la vidéo du mariage. Est-ce qu'on va voir la toison d'or? Ça va être publié dans Liberté. C'est culturel uniquement. Ah, je peux même vous dire le prix, je vais essayer de retrouver ça. Attendez, bougez pas. Jason vend actuellement la vidéo $1 million, prix à débattre. Hein, je vous jure. Mais il y a des gens qui vont l'acheter, tu penses? Depuis le début de la semaine, le jeune homme enchaîne les interviews qu'il négocie à prix d'or. Le New York Post accuse d'ailleurs Britney Spears d'avoir tout manigancé. En bonne copine, elle aurait donné un coup de pouce financier à son ancien camarade d'enfance en lui cédant l'exclusivité des interviews. En fait, ils sont mariés pour que ça fasse un peu de pognon pour le garçon. C'est gentil. Voilà. C'est plutôt bien. sympa. Et ils ont divorcé après, comme ça, ils vendent la vidéo du mariage. C'est mignon. C'est mignon. Alors Justin, sympa, lui, un bon plan, ça. hein, je vous fais le truc. Justin, c'est l'ex. Alors lui, Justin, évidemment, il entend tout ça, il lit tout ça. Et qu'est-ce qu'il lit en même temps dans la presse? Que Cameron Diaz voudrait devenir Madame Timberlake. Elle en a marre un peu d'être la compagne seulement. Elle voudrait être Madame Timberlake. Mais Justin, lui, il est terrorisé à cette idée, a confié un ami du chanteur sur le site imdb.com. Non mais vas-y, oui. Un bon journaliste, c'est toujours ses sources. Ça, Et c'est alors important. Alors que dit l'ami de Justin? Il dit: la dernière fois que Camille, c'est Cameron, hein. Ah oui. Ah, ok. Bon, on va rester avec Cameron, autrement on va être perdu là. La dernière fois que Cameron en a parlé du mariage, il a disparu 3 jours, il est rentré chez sa mère. Il est bien mature, ce garçon. Depuis, l'actrice a compris qu'il fallait ménager son jeune boyfriend. Et pour le ménager, elle balance ça dans la presse. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le couple s'est donc réconcilié autour de leur passion commune pour la glisse et a passé le début. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà.
On y revient, oui. S'ils glissent ensemble, c'est gagné. Et a passé le début d'année en amoureux dans une station de ski au Canada. Hélas, nous dit le journal 20 minutes ce matin, le séjour a viré au cauchemar quand Justin est tombé sur un autre tabloïd, un autre journal People, affirmant que Cameron voulait un enfant. Là, l'actrice... Avec qui? Avec lui. Avec lui. L'actrice a eu beau jurer ses grands dieux qu'il n'en était rien. Hop, il a refait ses valises, il est retourné chez sa mère. Oh, la mère, elle doit en avoir ras-le-bol. C'est dingue, hein. Alors moi, j'adore ces petites histoires-là. Ah, mais c'est dingue en plus, il devrait sauter dessus. Comment ça? Bah, il est fou parce que enfin, il ressemble à rien et il devrait se marier. Comment ça, il ressemble à rien? Il est très mignon, Justin Timberlake. Oui, il est en pleine dépression nerveuse. Ah non, attendez, c'est quand même un beau gosse. Et elle est très jolie, lui aussi, c'est un très beau couple. Ouais, j'ai vu qu'elle en avait marre, parce qu'il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo et elle le trouvait justement pas très mature comme garçon. Bah, le mieux, moi, après le flash de 17h. Une femme du monde, une entraîneuse. Leur secret s'appelle Nathalie. Il me semble que vous pourriez plaire à mon mari. Fanny Ardant, Emmanuel Béard, Gérard Depardieu. Il a accroché très vite. Il m'a offert un verre et on s'est retrouvés à l'hôtel. C'est pas ça ce que je vous avais demandé. Nathalie, le nouveau film d'Anne Fontaine. Nathalie, actuellement au cinéma, avec Europe 1. Fanny Ardant sera l'invitée d'Isabelle Morizet demain samedi entre 11h et midi. Pendant les soldes, on peut voir deux types de comportements. Il y a le frénétique qui court partout pour acheter à tout va, et il y a l'initié, le professionnel de la bonne affaire. Celui-là file directement chez Intersport parce qu'il sait que pendant les soldes chez Intersport, il va profiter de réductions exceptionnelles sur les plus grandes marques de sport. Il est finot, l'initié. Il sélectionne ce qui lui fait vraiment plaisir et l'achète vraiment moins cher. Quel malin. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Voici quelqu'un qui mange des céréales. Voici maintenant quelqu'un qui mange des céréales après avoir écouté la radio. Annonceur des secteurs de la grande consommation, le 7515 Radio est un produit publicitaire qui booste vos ventes de 10% minimum garantie. Renseignez-vous sur mediaradio.fr. Leclerc. Philippe, les soldes, quelle heure il est? Enfin Mathilde, ça fait 5 fois que tu me réveilles, 3h du matin. Fais voir le réveil. Oh voilà, confiance, réunion. T'es sûr que tu l'as remonté? Hein, mais parce que je veux pas rater les soldes. Mathilde, tu veux qu'on parle? Il y a des choses qui vont pas en ce moment. C'est les soldes jusqu'à moins 50% chez Leclerc, alors je suis un peu à cran. À partir du 7 janvier, c'est les soldes chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Et ça dure longtemps, les soldes, parce qu'ils sont gentils chez Leclerc, mais moi j'aimerais bien dormir. Philippe, il a sonné le réveil là. Il est quelle heure? Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. L'accord signé ce matin ouvre de nouvelles perspectives entre Paris et Tripoli. C'est ce que vient d'indiquer à l'instant Dominique de Villepin. Le ministre français des Affaires étrangères reçoit son homologue libyen cet après-midi au Quai d'Orsay. L'accord signé ce matin prévoit d'indemniser les familles des victimes de l'attentat du DC-10 du TA. Elles recevront chacune 1 million d'euros. C'est confirmé, le niveau de l'alerte terroriste est revu à la baisse aux États-Unis. Il repasse du niveau très élevé au niveau élevé, de l'orange au jaune, mais les mesures de sécurité restent renforcées pour l'aérien. Elles sont en place depuis les fêtes de fin d'année. Il existe de bonnes chances de récupérer rapidement les boîtes noires au large de Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'indique cet après-midi en Égypte le chef des plongeurs français. Les robots sous-marins d'intervention sont en route. Super Achille est parti hier soir de Marseille par bateau. Il doit arriver sur place jeudi prochain. Toutes les leçons seront tirées de l'épidémie de Legionellose. C'est la ministre de l'écologie qui le dit. Roselyne Bachelot annonce la mise en œuvre rapide de nouvelles mesures de prévention. Un plan global doit être présenté d'ici le printemps. Parmi les actions envisagées, un recensement plus complet des tours aéro-réfrigérantes et des sanctions sévères en cas de manquement dans l'entretien. Un incendie criminel ce matin dans une école maternelle du 14e arrondissement, rue de l'Ouest, à Paris. Les dégâts sont importants. L'établissement compte 5 classes et 135 enfants. Dès lundi, ils seront accueillis dans une école voisine du 13e arrondissement. On part sur les routes avec Judith Grimaldi pour faire un point sur vos conditions de circulation. Les principales difficultés se concentrent au nord, sur l'A1 de Saint-Denis à Gare au Nord et sur l'A86 extérieur de Rungis à Joinville. Également beaucoup de monde sur le boulevard périphérique. Vous roulez au pas en extérieur de la porte de Saint-Cloud à la porte de Bercy sur une dizaine de kilomètres.
En intérieur, c'est difficile de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy. On compte 20 km de bouchons. En province, le trafic est fluide, sauf sur la rocade toulousaine et bordelaise. Le trafic est également chargé sur l'A630 extérieur à hauteur de Mérignac. Les marchés financiers, Olivier Samin, comment le CAC va-t-il terminer la semaine? Eh bien, probablement en baisse, puisqu'à une demi-heure de la clôture, il perd 0,54% à 3573 points. Toutes les bourses européennes sont logées à la même enseigne. À New York, la tendance est moins nette qu'il y a une heure. Le Dow Jones perd toujours un peu de terrain, moins 0,4%, mais le Nasdaq, lui, est revenu à l'équilibre. Les marchés américains avaient démarré en baisse sensible cet après-midi après la publication d'un nombre de créations d'emplois jugé décevant au mois de décembre aux États-Unis. À Paris, l'action Carrefour reste la vedette malgré elle de la séance. Elle baisse actuellement de 5,15%. On termine avec les courses à Vincennes dans la 6e. Il y avait un non partant le 15, premier le 19 gagnant 6,60 €, placé 2,60 €, deuxième le 2 placé 5,10 €. Troisième, le 7 placé 5,10 € également. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, retour de Laurent Ruquier. Leclerc, encore moins cher. Philippe, avant de partir au ski, on va faire le plein ici, chez Leclerc. Parce qu'en station, parfois, c'est chaud. Quand c'est chaud, pas de neige. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. On va charger le coffre de spaghettis, de macaroni et de coquillettes EcoPlus. 47 centimes le sachet de 1 kg, si tu vois ce que je veux dire. Ah, si je vois. Du 2 au 10 janvier, faites vos courses à prix Leclerc. Le sachet de 1 kg de spaghettis, macaroni ou coquillettes est à 47 centimes. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 600 produits au prix le plus bas chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Donc on part au ski avec nos pâtes. C'est chic. Les Allemands font ça depuis toujours. Oh bah si les Allemands font ça, alors bon. Bob Fosse le show, la tournée mondiale enfin à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour une série de représentations exceptionnelles. Bob Fosse le show, les plus grands moments de ces comédies musicales, présentés par 28 artistes éblouissants au Théâtre du Châtelet, à partir du 9 janvier 2004. Bob Fosse le show, un spectacle européen avec D et fin, réservé dès maintenant. Leclerc. Philippe, les soldes, quelle heure il est? Enfin Mathilde, ça fait 5 fois que tu me réveilles, 3 heures du matin. Fais voir le réveil. Oh voilà, confiance règne. T'es sûr que tu l'as remonté? Mais parce que je veux pas rater les soldes. Mathilde, tu veux qu'on parle? Il y a quelque chose qui va pas en ce moment. C'est les soldes jusqu'à moins 50% chez Leclerc, alors je suis un peu à cran. À partir du 7 janvier, c'est les soldes chez Leclerc. Voir modalité dans le magasin participant. Et ça dure longtemps, les soldes, parce qu'ils sont gentils chez Leclerc, mais moi j'aimerais bien dormir. Philippe, il a sonné le réveil là. Il est quelle heure? On va se gêner toujours avec Stéphane Pocrin, Sophie Garel, Isabelle Métro, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne. Et parlons de Monsieur Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui a dû faire ses excuses cette semaine. Ah oui, auprès du Comité international olympique. La boulette, c'est une boulette pour vous? La boulette, bah oui. Vous savez qu'on veut évidemment à Paris organiser les Jeux olympiques de 2012 et Monsieur Delanoë, lors des vœux de Jacques Chirac, avait en effet déclaré le consensus français, notamment entre la mairie de Paris et l'État représenté par le président de la République. Ce consensus est plus fort qu'entre le maire de Londres et le Premier ministre britannique. Il faut savoir que l'Angleterre est elle aussi candidate à l'organisation de ces JO en 2012. Et évidemment, lors de ses propres vœux aux élus de la capitale, M. Delanoë a dit qu'effectivement, ça se passait mieux entre lui et Chirac que entre Tony Blair et le maire de Londres. Normal. Chirac est de droite, Delanoë est de gauche, tandis que le maire de Londres et Blair sont tous les deux de gauche, paraît-il. Donc c'est normal qu'ils s'engueulent là-bas et qu'on s'entende bien ici. Sauf que le Comité international olympique n'a pas apprécié cette déclaration, car les règlements des Jeux olympiques stipulent que les villes candidates devront s'abstenir de tout propos susceptible de ternir l'image d'une ville concurrente. Toute comparaison entre villes est strictement interdite. Devant le tollé général, M. Delanoë a dû adresser un courrier au Comité international olympique pour exprimer ses regrets de l'interprétation de ses propos. Il prend acte des remarques et veillera à ce que Paris 2012 soit conforme aux règles de bonne conduite. Moi, j'espérais qu'il allait dire non, c'est pas vrai, j'ai dit des conneries, je m'engueule avec Chirac. Non, même pas. Même pas. Ah oui, ça aurait été pas mal comme rectificatif. Ça aurait été mieux. Je savais pas que c'était à ce point. Aucune comparaison. T'as pas le droit. Non, mais tu peux même pas dire, par exemple, que Londres est plus britannique que Paris. T'as pas le droit à rien. Impossible. C'est fou ça quand même comme règlement. Ils sont un peu quand même pointilleux là, je veux dire, au CIO. Non, mais pointilleux. Tu parles encore le CIO, un truc où règne la corruption, les enveloppes, les bacs-chiches, les trucs comme ça. Ils nous emmerdent sur un règlement que même sont les premiers à pas respecter. Vraiment. C'est négatif. Non, toi, la gauchiste, tais-toi. Bientôt, un préfet d'origine immigrée. En effet, un préfet issu de l'immigration sera nommé
paraît-il, mercredi prochain lors du Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée, démentant donc les informations parues dans la presse selon lesquelles M. Chirac aurait bloqué une nomination voulue par Nicolas Sarkozy, puisque vous savez qu'il avait annoncé cette forme de discrimination positive, c'est ainsi qu'on appelle cela, essayer qu'il y ait de plus en plus de Français nés de l'immigration qui soient à des fonctions importantes, comme par exemple préfet. Alors ça y est, ce sera fait mercredi, Philippe Alfonsi. Oui, c'est bien, mais c'est pas une nouveauté. Je veux dire, il y a eu des tas de députés, il y a même eu un président du Sénat qui était Monerville, il était, je crois, antillais. Guyanais. Bon, je veux dire que je sais pas, on est en train de réinventer le fil à couper le beurre, là, je veux dire, c'est qu'à le dire. Moi, ça m'inspire 2 commentaires. Un, d'abord, sur le terme même Vraiment 2 Oui, 2 seulement. Bon, non, je trouve que c'est absolument con de parler de discrimination positive, parce qu'il ne peut pas y avoir de discrimination qui soit positive, et ça laisse entendre dans la tête des gens que l'effort qui est fait pour mieux intégrer les uns se fait au détriment des autres. Donc je trouve qu'il faudrait mieux parler d'égalité effective plutôt qu'une égalité théorique. C'est simplement faire rentrer dans les faits l'égalité. Le deuxième commentaire, c'est qu'on continue à parler pudiquement d'enfants de l'immigration, alors que le problème, c'est pas ça. Il y a plein d'enfants de l'immigration en France à des postes de responsabilité, sauf qu'ils sont issus d'autres immigrations antérieures, polonaise, yougoslave, espagnole, portugaise, et qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est la représentation des enfants, des gens issus des anciens pays colonisés, qu'ils soient asiatiques, maghrébins, antillais ou africains. 2 commentaires. T'as pas une autre réflexion? Ce que j'ai bien aimé, je voudrais un rappel. C'était pas mal ce qu'il a dit quand même, Pocrane. C'était précis, net. Le CIO aura apprécié. Merci. Le tueur en pantoufles, c'est le roman de la semaine dont nous allons vous parler, un livre que j'ai confié à chacun, et c'est un Frédéric Dard, posthume en quelque sorte. Bon, il avait déjà été édité en 1951 par les éditions SEPO, mais ce livre n'avait jamais été diffusé. Et pour l'essentiel, la quasi-totalité du tirage, à l'époque 3000 exemplaires, avait été mis au pilon. On en trouvait parfois chez quelques soldeurs. Mais voilà, la maison d'édition Fayard a décidé de rééditer ce livre de Frédéric Dard, donc méconnu, Le tueur en pantoufles. Sophie, est-ce qu'ils ont bien fait ? Oui, ils ont absolument bien fait parce que, en plus, c'est très bien tombé. C'est un livre après Nouvel An. C'est un livre de digestion. C'est vrai que ça vous aère, ça vous nettoie, et ce livre est une bouffée d'air. Oui, ça m'a nettoyé. Moi, j'avais besoin. Moi, j'étais un peu encombré. Les vipères de gauche ont le droit de s'exprimer comme elles veulent. Et donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars, un brave type qui vit dans son petit pavillon, ça me suffit, dans la banlieue parisienne, avec sa vieille mère qui passe son temps à faire des petites bouffes sympas. Et son fils qui est un môme attaché à son lapin et qui emmerde un peu le monde comme tous les gosses. Et ce mec, il est bien avec tout le monde dans le village, dans cette banlieue, avec la boulangère qui lui fait les yeux doux et qui lui montre ses petites culottes. Enfin, tout le monde le trouve très sympa. Ce gars, il a une seule particularité, c'est qu'il est tueur à gages. Alors on lui téléphone, on lui dit ma femme a une sale gueule, il faudrait un petit peu m'en débarrasser. Il fait venir la bonne femme chez lui, une petite piqûre bien placée, puis après il la fait disparaître dans l'acide, dans une cuve d'acide. Et tout cela fonctionne très très bien. Il prend des sous comme ça. Il a un petit passe-temps sympa qui se dévoile au cours du bouquin. Il fait de la peinture. Et alors, ce qui est formidable dans ce bouquin, mais c'est typiquement d'art déjà, et pourtant c'est un Antonio, oui, c'est que c'est plein de rebondissements, c'est évidemment plein d'humour, et c'est gai. C'est gai, c'est vivant. On a l'impression qu'on le connaît, ce gars-là. Et finalement, c'est un brave type, on s'y attache. Alors, il y a une pute en dérive, il y a un vieux colonel sévère, il y a des gens glauques et antipathiques. Mais c'est vraiment un bouquin agréable après des soirs de fête. Isabelle Motro. Avis que je partage, ça m'embête un peu de partager l'avis. Partage mon avis, partage pas mon jeu. Voilà, on s'organise comme ça. Quand même, là, Isabelle, c'est pas trop mon genre. Mais oui, non, c'est très étonnant parce qu'on reconnaît quand même la patte de Frédéric Dard, je trouve, bien que ce soit écrit donc il y a très 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 longtemps et tout au début de sa carrière. Et on se dit que on lit ça et on se dit ce type a du talent pourvu qu'il continue, quoi. Parce qu'en même temps, on sent que c'est une œuvre de jeunesse. Il y a quand même quelques longueurs, il y a des moments. Alors ça avait été publié en feuilleton. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a des parties qui, d'un seul coup, il s'en sort pas trop, quoi. Le chapitre traîne en longueur et tout. Puis hop, après, ça y est, l'action repart. Donc, mais c'est vrai que c'est très agréable
agréable à lire, c'est très drôle, c'est complètement surréaliste, il y a des trouvailles, il y a des trouvailles vraiment. Moi, ça m'a fait penser à l'humour un peu des tontons flingueurs, ce genre de choses-là. On a l'impression un peu que c'est écrit en noir et blanc, parce que sans doute, on ressent quand même l'époque à laquelle ça a été écrite. Ça, c'est tapé en noir et blanc, en tout cas. Et voilà, c'est vraiment très agréable, effectivement. Et Philippe Alfonsi? Oui, c'est un livre roboratif. C'est vraiment, d'abord, c'est un livre d'archéologie, parce que c'est assez amusant. On voit vraiment toutes les premières pierres là de l'entreprise Frédéric Dard. Alors bien sûr, il fera beaucoup mieux après avec San Antonio, à la fois sur le plan de l'humour et sur le plan des rebondissements de l'enquête et de l'histoire. Mais là, ce qui est formidable, moi j'ai trouvé ça délicieux en ce livre, c'est une formidable immoralité. Alors là, ça fait un bien fou tout d'un coup de baigner dans une immoralité complète avec une vieille maman qui le conseille pour ses meurtres, etc. Mais du meurtre, attention, c'est un monsieur qui fait un boulot sérieux. C'est à un moment donné, oui, attention. À un moment donné, tout d'un coup, un des personnages du livre le menace, pourrait éventuellement le dénoncer. Donc sa maman, comme ça, en douce, lui dit, tu pourrais peut-être, comme les autres, comment moi, tuer ce type, pas question. Bon, ça c'est formidable. Bon, voilà, il y a cet humour-là, il y a cette faille qui est formidable, qui est sans doute en chacun de nous, j'espère, et qui fait beaucoup de bien. C'est vrai que c'est un livre qui fait beaucoup de bien au moment des fêtes. Faucrin? Moi, je n'avais jamais rien lu de Frédéric Dard. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas un San Antonio. Mais tout, ça, c'est des mauvais souvenirs d'enfance. J'étais en vacances chez des gens de ma famille. J'étais gosse, j'avais 7-8 ans. Et c'était vraiment des gros cons. Mais des cons, des cons comme on n'en fait pas. Ils pingres, ils vous invitent, ils vous donnent du pain rassis à bouffer et tout. Bref, les pires vacances de ma vie. Et ils avaient une bibliothèque remplie de San Antonio. Donc, du pain raciste. C'est à peu près ça, ouais. Donc, j'ai associé dans ma tête San Antonio au goût du pain rassis. Donc, j'avais jamais rien lu de Frédéric Dard. Et en lisant ça, j'ai été, bon, bien sûr, c'est très chouette et tout, et du coup, quand on m'avait tellement dit qu'il y avait une richesse de la langue, une truculence du personnage et tout, quelque part, je l'ai pas vraiment trouvé dans ce premier Dard, mais qui annonce quand même le San Antonio à venir, et il y a vraiment des vraies trouvailles scénaristiques, enfin, si j'ose dire, très drôles, notamment à un moment donné, il rencontre un gars, et donc il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis sadique. Ah bon, alors il dit, mais tu sais, c'est un peu compliqué et tout, pensant que l'autre avoue un vice, une perversité, et pas du tout sadique, c'est un emploi. Donc comme on est à une époque où encore les mœurs sont quand même très très policées, les filles de bonne famille qui se sont fait engrosser par un amant de passage, eh bien vont voir le monsieur, lui disent, voilà monsieur, est-ce que vous pouvez pas dire que vous m'avez violé? Et le sadique donc dit qu'il a violé cette femme, se fait arrêter par la police, il y a des articles dans les journaux, le sadique de Vincennes a encore frappé et tout, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et à un moment donné, il dit, oui mais il y a quand même des resquilleuses, parce qu'à chaque fois qu'on parle de moi dans les journaux, il y a toujours 3 petites resquilleuses qui viennent dire que je les ai violées sur un terrain vague, alors que je n'y suis plus rien. Mais ça, c'est les risques du métier. Et il ajoute, j'aime autant en violer plusieurs à la fois, c'est le même nombre d'années de prison. Et après, je suis peinard, parce qu'elle le paye, évidemment. Jean-Luc Lemoine? Un livre magnifique, une œuvre de jeunesse. Vous ne l'avez pas lu? C'est vrai aussi. Mais Le tueur en pantoufles, le roman de Frédéric Dard, le dernier, mais en fait un des premiers. Il n'avait été quasiment jamais édité. Enfin, il avait été édité, mais foutu au pilon. C'est une œuvre de jeunesse, donc republiée chez Fayard. Le tueur en pantoufles, vous avez aimé, signé Frédéric Dard. Du football, alors, pour vous, je l'ai lu, ça. Est-ce que vous savez que ça y est, c'est fait, c'est décidé? Le match des 16e de finale de la Coupe de France, Marseille-PSG, au Vélodrome, donc, sera diffusé le samedi 24 janvier à 17h en direct sur TF1. Je le dis parce que je crois qu'il y avait une polémique sur le jour. Grosse polémique parce que TF1, comme ils retransmettent en exclusivité la Coupe de France, ils voulaient évidemment le diffuser le dimanche soir pour s'assurer une belle audience. À 20h30. Sauf qu'il y a des matchs en retard du championnat de France et Marseille joue le mardi suivant. Ah oui, et donc il y avait 48 heures de récupération et TF1, c'est vrai qu'ils s'en foutent un petit peu de savoir qu'il y a 48 heures de récupération. Donc c'était une grosse bataille. Et finalement, visiblement, Marseille a gagné. Voilà, c'est Monsieur Boucher qui a gagné, c'est ça? Exactement. Même si je ne sais pas si c'est bien pour Marseille. Enfin bon, Marseille-PSG, ça va remplir, mais 17h, c'est pas un super horaire non plus pour faire un match. On digère à 17h? Non, c'est pas ça, mais il y a toujours un petit peu moins de monde au stade. Même si Marseille-PSG, à mon avis, surtout que Paris a gagné la dernière fois au Vélodrome, ça va être bourré. Il en sait des choses. Il est incollable. Il peut faire un quart d'heure là-dessus. Impressionnant. Ouais. Autant pour tout ce qui est politique, tableau, tout, non, mais le foot, ça va.
Alors justement, j'ai encore autre chose qui devrait amuser vos petits camarades parce que pour l'instant ils n'ont pas l'air passionnés, mais ça concerne tout de même le football là encore. Licencié en avril dernier par le club de Fulham. Fulham, c'est un club anglais, c'est ça? Ouais, c'est Tigana. Hein. Jean Tigana avait perdu le contrôle de son équipe, raconte un joueur qui s'est épanché dans la presse britannique, mais sous couvert d'anonymat. On n'a pas le nom de ce joueur. Salaud. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jean Tigana avait complètement perdu la boule quand il nous entraînait. En effet, avant un match de Coupe d'Europe, il s'est mis dans un coin et a commencé à lire. À lire quoi, à votre avis? Un livre religieux? Un livre? Alors, c'est pas un livre de tactique, on pourrait se dire, tiens, quand même, on est à la L'Almanach Vermo? on est à la mi-temps. Un livre de prière. Meuf de cœur, la biographie de Jean-Pierre Papin. On est à la mi-temps d'un match, les joueurs sont en train de paumer Un un livre peu. de poésie? Non. De cuisine. Un journal de sport. L'amant de Marguerite Duras. Non, mais on se rapproche déjà dans le genre. Un livre littéraire alors? Oui, exactement. Ah oui. Lettre à le néant. Une œuvre anglaise? Alors, je vous dis ce qu'a dit le joueur. Non, une œuvre française. Ah, c'est flatteur Les pour nous. Misérables. Non. Bah alors, essayez de trouver, puisque vous cherchez. Alors, un auteur qui est classique. mort? Mort. Mort. Classique. Ah, bien connu? Bien connu. Zola? Non. Dumas? Non. Balzac. Non. La Non. peste de On- Camus. On est dans les grands, là, alors vous en êtes tout près. On est tout près. Alors, Dans les grands. dans les grands. C'est donc pas Hugo Shakespeare. Dumas. Non. Roger Martin Dugard. Proust. Proust, voilà. Ah, merci. Recherche Isabelle. du temps. Recherche du temps perdu. À la Vas-y, recherche du temps perdu. À la recherche de la mi-temps perdu. On n'a pas le titre de l'ouvrage parce qu'écoutez bien ce qu'a dit exactement le joueur. Il dit « Ce n'était pas un livre de tactique qu'il nous lisait, c'était un roman. Proust ou quelque chose comme ça. Proust, moi je croyais que c'était un pilote de Formule 1. Ah, il est bien aussi. Il a bien fait de faire signer son Vous voyez, truc. eh ben, vous voyez, ce Jean Tigana, décidément, c'est Oh là c'est là. vraiment quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui dans le football français, mais éminemment sympathique, c'est Jean Tigana. D'abord, un gars qui lit du Proust à la mi-temps à une équipe de football ne En peut pas croyant être que c'était un foncièrement pilote de mauvais. course. Note oui. qui peut leur lire n'importe quoi, visiblement. Non, il mais, le c'est- croit, hein. mais je trouve ça vraiment essayer d'introduire un peu de poésie dans ce truc-là. Et puis en plus, psychologiquement, c'était vraiment très malin. Et on va fêter cette année les 20 ans, De Jean Tigana. non, les 20 ans d'un truc absolument fantastique, une des plus belles actions, toi qui aimes le foot, qui a été réalisée dans un match de foot. Rappelle-toi cette demi-finale France-Portugal lors de l'Euro 84. Et alors que nous croyons que tout était perdu, dans les derniers instants, Jean Tigana prend la balle au milieu de terrain, remonte, évite un adversaire, deuxième adversaire, donne un coup de Centre en centre en retrait. Pour Michel Platini. Et but. Ah oui, mais alors, attendez. Je ne crois pas, je ne crois pas. On se sent crétin. Mais tu t'en rappelles. Qu'est-ce qu'ils attendent à TF1 pour remplacer Thierry Roland et Jean-Michel Absolument, Larquet ouais. par Stéphane Poquelin et Jean-Luc Ah ouais. Lemoyne? Vous aviez ça serait répété, bien. non? Oui, moi je voudrais remplacer Thierry Roland pour des raisons personnelles. Vous parliez de ce match contre le Portugal, ça tombe bien. Pardon Alfonsi, pardon Garel, pardon Motro, mais je reste encore dans le football. Avec Pedro Pauleta, le buteur vedette du Paris Saint-Germain, qui nous vient de Bordeaux, Exact. évidemment. L'aigle des Açores. Avec le Portugal Ils juste sont trois avant. alors. Comment ça, Pedro, Paul et qui Eta. Là, c'est toi. Pedro Pauleta Ah, qui est drôle, c'est Jean-Luc. a rapidement réagi, le joueur portugais, aux dernières rumeurs qui circulaient sur son compte. En effet, selon l'édition de mardi dernier du journal Le Parisien, la star du football portugais et parisien donc figurait dans la liste du comité de soutien à Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement et candidat au régional en Île-de-France. C'est ce qu'on avait pu lire. Je dément ce soutien car je ne fais pas de je vous le fais par Pauleta. Je témoigne ce soutien que je ne fais pas de Il est politique. allemand, il est allemand donc. Je ne veux pas m'en mêler non plus à droite comme à gauche et je suis pas. Voilà, il a dit. Alors pourquoi Monsieur Nos Copé amis a dit que portugais Paoletta, apprécieront. pourquoi il a dit que Paoletta faisait partie de son comité de soutien? Il a confondu avec Nicoletta, à mon avis. Oui. C'est fou ça quand même. Hein. Ouais, c'est quand même très étonnant, oui. Voilà. Mais c'est Et- vrai qu'en plus connaissant, en écoutant Connaissant Polenta, là. Pauletta, tu le vois mal soutenir un politique, ça c'est sûr et certain. Alors de son côté, Monsieur Copé, qui a invité à déjeuner plusieurs sportifs de la région Île-de-France, on admet qu'il y a eu un malentendu, que jamais Paoletta n'a fait état d'un quelconque engagement. Il a juste été invité à déjeuner parmi d'autres sportifs chez Monsieur Copé. Copé se félicite en revanche des soutiens confirmés de Jean-Marie Bigard, de Carlos et d'Henri Salvador, qui jouent un peu moins bien au foot tous. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, tu es invité chez Copé à bouffer, tu signes le livre d'or. En fait, non, c'est un soutien. Tu vois pas, tout n'est pas montré. Un peu de sport encore, avec mais un sport moins soutenu que le football, le volleyball. La France défile à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La Russie. Moi j'aime bien l'expression un sport moins
moins soutenu. Je connaissais le langage soutenu, mais alors le sport moins soutenu, Non, c'est ça, Moins médiatisé en tout cas. On soutient pas vraiment le volleyball, on voit pas beaucoup de matchs, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous savez par exemple que là, à la fin de l'émission à 18h, la France va affronter la Russie? Non, vous savez pas. Maintenant, je le sais. Alors il faut Voilà. les soutenir. Et c'est très important Le puisque volleyball, seulement le vainqueur final aura une place au JO. Exactement. Et que hier, la France s'est fait laminer par les Pays-Bas. Philippe Alfonsi, on nous a appris aujourd'hui la disparition de monsieur Franck Thénault. Évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs qui était monsieur Thénault? Franck Thénault et Daniel Philippaki, c'était pour ceux qui aiment le jazz. J'ai fait mes premières émissions à Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz avec Franck Thénault. Je crois qu'il m'a donné le goût du jazz et c'est pour ça que mon fils est un jazzman. Et en effet, il avait cette capacité. Alors, vous savez, avec cette voix un peu fatiguée qu'ils avaient tous les deux quand ils faisaient leur émission, on avait l'impression qu'ils étaient fatigués de nous lancer des disques comme ça. Ben, ils savaient nous transmettre la passion du jazz. Ils nous ont fait écouter tout ce qu'il y avait de meilleur en matière de jazz dans ces années-là. Et après, plus tard, moi je l'ai rencontré plusieurs fois justement pour des émissions où je l'ai interviewé sur cette époque-là. Et il avait une vraie passion communicative sur. Et une discothèque exceptionnelle. Ah bah, alors la discothèque. Ah, il t'a fait le coup de la discothèque. Macumba. Allez, hommage à Franck Thénault avec, je vous propose de réécouter l'indicatif de l'émission célèbre d'Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz. Et vous, Sophie, vous étiez speakerine à cette époque? Oui, j'étais speakerine, je faisais donc toutes les pages publicitaires. Et puis, ici à Europe 1? À Europe 1, et ça se passait le soir à... J'étais jeunette quand même, parce qu'à un moment où j'étais jeune, et je présentais l'émission, donc sur l'indicatif, je disais, pour ceux qui aiment le jazz, une émission de Franck Thénault et Daniel Philippaki, présentée par Franck Thénault. Et à minuit, je prenais le dernier métro, j'habitais à Ivry-sur-Seine, c'était le dernier métro, j'avais peur, j'étais terrorisée, et Franck Thénault était très très paternel avec moi, très gentil, et c'est vrai qu'il m'avait présenté toute sa discothèque, mais en tout bien, tout honneur. Allez, la revue de presse, je vous ai confié ce matin tous les articles parus dans la presse concernant, et il y en a, le voyage de Nicolas Sarkozy en Chine. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Je commence peut-être par vous, tiens Sophie, puisque vous aimez ça la politique. Alors je le fais en vipère ou sans vipère? Parce que là... c'est dans le journal 20 minutes. Dans le journal 20 minutes, donc je vais faire moins long. Sarkozy, alors oui, au yuan. C'est quoi yuan? Ça veut dire quoi yuan? Ah bon, c'est la monnaie chinoise? Oui. Y-U-A-N-S. Non. Mais non, la monnaie chinoise, c'est le yen. C'est le yen, ça n'a rien à voir avec le yuan. Ce sont les Turcs qui venaient de là-bas. Là. Les touristes chinois? Ah, peut-être. Oui, au yuan. Alors, donc, ça explique bien la suite de l'article que j'avais pas compris. Oui, au yuan, c'est non clandestin. Nous souhaitons que l'immigration est régulière. En fait, le résumé de cet article signé par Séverine Bardon, que je félicite parce qu'elle fait court et bon. Et est envoyée spéciale à Pékin. Qu'elle a en plus, elle s'est payé le voyage. Donc, il veut bien qu'il y ait des Chinois qui viennent, mais que des officiels, des touristes, des gens qui viennent claquer du pognon, des gens qui ont des costumes 3 pièces bien repassés et tout ça. Mais il veut pas qu'il y ait des clandestins toujours bien repassés, qui viennent faire de la couture dans les caves et qui viennent nous vendre des rouleaux de printemps à Paris. Moi. Voilà. Donc c'est formidable parce que l'article démontre en fait qu'il est vraiment contre la clandestinité et il se trouve que le gouvernement de Pékin a dit que c'était une rencontre extrêmement positive et qu'ils allaient faire en sorte qu'il y ait moins de Sauf que lui, il n'était pas vraiment clandestin non plus, hein, monsieur Sarkozy, à Pékin. Philippe Alfonsi, dans Libé. Oui, dans Libé. Bon, à Libé, ils font bien évidemment tout l'article sur le coup de pub que s'est fait Sarkozy en arrivant à persuader les Chinois de le faire recevoir, lui, simple ministre, par le président.
Et alors, avec cette petite anecdote charmante, c'est que Sarkozy, qui n'en rate pas une, a demandé à ce monsieur, qu'est-ce que ça fait de devenir numéro 1, vous qui avez été numéro 2 pendant 15 ans? Voilà. Bon, alors, Là, il parle pour lui, là. Hein. Voilà. Bon, exactement. Bon. Il se prépare. Donc, tous les journalistes se sont marrés. Mais en revanche, si les Chinois lui ont fait cette gentillesse, parce que c'est vrai qu'ils lui ont fait une gentillesse, c'est tout à fait anormal qu'il soit reçu par le président, eh bien, il a refusé, en revanche, d'être pris en photo avec lui. Les journalistes et les photographes qui le suivaient n'ont pas eu droit de prendre la photo historique, parce que quand même, faut pas pousser. Hein. Il vient dans un mois en France. Là, Chirac aurait peut-être pris ombrage de cette photo historique. C'est monsieur Hu Jintao, le président chinois. Hu Jintao. Voilà, tout l'IB fait tout son article là-dessus et signale, comme vient de le faire 20 minutes et Sophie, notre vipère de gauche, et qu'en effet, il y aura désormais peut-être des flics chinois à l'arrivée des avions en provenance de Chine pour trier, sans les vexer pour autant, les touristes des clandestins. Oui, comme ça, ils diront, ce sont des Chinois qui nous ont rejetés et pas les Français. Exactement. En gros. Isabelle Motro, qu'est-ce qui est écrit, vous, dans Le Parisien? Alors, Le Parisien, comme Libération commence par l'anecdote de la question de Sarkozy, donc qu'est-ce que ça fait d'être au pouvoir quand on a été numéro 2, et puis tout le ton du papier est assez ironique sur le thème, effectivement, de l'armée de journalistes avec laquelle Sarkozy est arrivé en Chine. Alors, une trentaine, on nous explique qu'il y en a quand même une trentaine, ce qui effectivement est exceptionnel. 30 journalistes avec voilà. Alors on nous signale quand même qu'il y avait Jean-Michel Jarre qui était là. Ça, je sais pas si Libé l'avait dit. On se demande pourquoi. Mais enfin voilà, il y avait Jean-Michel Jarre. Il y avait Parce qu'il aime bien la musique, Monsieur Sarkozy, quand il se déplace. Il y a un côté historique. Voilà. Alors on nous cite un extrait du discours de Sarkozy. J'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. J'avais le sentiment que la partie se jouait là et qu'il fallait en être. Enfin, on sent l'Orient compliqué avec des idées simples. Ça, c'est une citation. Alors ça, parce voilà, que mais on pas ne lui dit qui a pas dit qui. ça. Hein. C'est qui? C'est De Gaulle qui a dit ça, je crois. Ou Malraux. Ou Jérém de la Starac, je sais plus, mais c'est un des trois. C'est un des deux. Non, je crois que c'est Malraux. Stéphane Pocrin dans le Figaro. Eh bien, le Figaro fait un excellent papier, à mon avis, pour couvrir la présence de Sarkozy, parce qu'en fait, il s'est divisé en 3 papiers. Il y en a un qui est celui d'un universitaire sur l'analyse des flux de clandestins chinois en France, qui explique notamment qu'il y a aujourd'hui un conflit de génération entre les plus jeunes qui sont très férus d'intégration rapide dans la société française et les plus anciens qui restent beaucoup plus refermés. Il y a un autre article qui raconte qui parle de la même chose de manière un peu plus anecdotique et qui raconte quelles ont été les difficultés ressenties par certains ressortissants chinois ces derniers mois, car les autorités chinoises, je cite, sont de plus en plus agacées par le traitement que la PAF, police de l'air et des frontières, réserve à ses ressortissants. À l'ambassade de France, on a encore des sueurs froides en pensant à ces véritables hommes d'affaires placés en garde à vue comme de vulgaires clandestins à leur descente d'avion. Ce qui est drôle quand même, parce qu'il y a un côté vipère de droite quand même dans le Figaro à la fin. Alors ils mettent un truc très méchant pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été privé des photographes et caméramans qui le suivaient assidûment depuis Paris. Hier soir, la grande chaîne de télévision CCTV1, chaîne chinoise, d'ordinaire plus loquace sur l'emploi du temps du président, a quant à elle gardé un silence total sur la visite du ministre français. Ah ben il n'a pas eu le droit. Il s'en fout, remarquez, ce qui compte pour lui, c'est qu'on en parle en France. J'ai un rectificatif, Bruno Jeudi cite De Gaulle. Voilà, c'est De Gaulle, il le dit. Pardon. C'est rigolo parce qu'il y a aussi autre chose que fait remarquer Libération, c'est qu'il a fait remarquer que le président actuel était la 4e génération après le fondateur de la République, c'est-à-dire Mao. Et comme par hasard, lui, Sarkozy, représente également, après Pompidou et Chirac, la 4e génération après De Gaulle. Ça m'avait échappé, mais je crois qu'il faut quand même le souligner. Il est vraiment très fort, monsieur Sarkozy. Et dans François, il y a une belle photo dans François. Oui, mais qui fait peur. On s'aperçoit sur la photo de François qu'on a coupé une jambe à Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Non, c'est très étonnant. Mais c'est parce qu'il est en train de descendre une marche. Ah, j'ai eu peur. Il fait comme Gueuluc de la pub pour handicap international. Voilà, ça c'est terrible. Et bon, pareil que dans les autres journaux, il titre sur « Ça change quoi d'être numéro 1 ?» Visiblement la phrase choc de son séjour. Par contre, il faut quand même... Il tape sur des bambous. Et il est numéro 1. Et ce qui est terrible, c'est que par contre, il faut connaître un petit peu la teneur du voyage, parce que sinon, moi, j'avais rien compris. Hein. Ils disent « Nicolas Sarkozy, depuis hier en visite en Chine, pour évoquer la lutte contre l'immigration clandestine et la criminalité organisée. » Je me suis dit, mais de quoi il se mêle? Il va chez eux pour leur parler de la criminalité organisée chez eux, l'immigration clandestine chez eux. Après, il dit, ça change quoi d'être numéro 1? Donc je me suis dit, tiens, Sarkozy veut se faire élire en Chine. Donc je ne comprends rien du tout à ce truc. Non, mais t'as rien compris. Et ils expliquent aussi quand même qu'il va revenir.
qui va revenir, qui va faire une conférence de presse sur ce voyage, et que la veille, il aura fait le bilan de son action. Il y a une centaine de députés UMP qu'il a invités à dîner place Beauvau, mais il ne précise pas si c'est lui qui fait la cuisine. Monsieur Sarkozy, effectivement, annonce une grande conférence de presse pour mercredi prochain, sa grande conférence de presse de rentrée. Et ça aussi, il paraît que ça agace un peu l'Élysée. Il en fait pas un peu trop, non? Non. On reste en Chine un instant parce que les civettes, on les abat actuellement, et Brigitte Bardot pleure. Vous l'avez entendu ce matin? Non. Ah, moi je l'ai entendu sur Europe 1, Brigitte, parce que certes, la civette, paraît-il, pourrait nous contaminer en SRAS, en tout cas contaminer les Chinois et ensuite nous, si bien qu'on tue les civettes actuellement en Chine, mais on les tue mal, dit-elle. Voilà, on les fait trop souffrir. Les défenseurs des animaux s'insurgent contre la méthode inhumaine qui n'est pas acceptable dans un pays développé. Qu'est-ce que c'est qu'une civette? Oui, c'est un petit animal adorable qui ressemble à un chat avec un museau de renard. C'est délicieux, c'est charmant. Exactement. Elles sont tuées en fait en les noyant dans un liquide contenant un désinfectant, puis incinérées dans une usine spécialisée. Bon, en même temps, est-ce qu'il y a différentes façons de tuer la civette? Oui, on pourrait les tuer par injection. Alors, ils récupèrent pas la fourrure, c'est magnifique la fourrure de civette. Faut le dire à Bardot. Quelle horreur. Tu vas tous nous contaminer, toi. Non mais en même temps, Brigitte, je l'appelle Brigitte, moi. Oui. Bah si, j'ai le droit. Brigitte, c'est son combat, c'est normal qu'elle intervienne dès qu'il y a un petit animal à qui on touche. Non mais le problème c'est que c'est un mauvais, de Brigitte Bardot, c'est que c'est un mauvais avocat pour une bonne cause, parce que c'est vrai que moi, la condition animale, souvent le niveau de civilisation d'une société se mesure aussi à la manière dont on traite, les animaux. Il y a une espèce d'indifférence à la douleur animale et c'est jamais neutre, d'autant plus qu'au-delà de cette question de la douleur animale, il y a aussi un vrai problème, parce que comme il les tue dans des conditions qui sont pas très malignes, il y a des risques, y compris de contamination à cause des charniers de civettes. J'en reviens à Brigitte Bardot, parce que vous n'avez pas tort dans ce que vous avez dit, Poquelin. Effectivement, elle réclamait qu'on traite mieux les civettes, mais elle a quand même terminé l'interview ce matin sur Europe 1 par « Il y en a marre des Chinois ». Ah ben là on retrouve Brigitte comme on l'aime, je me disais aussi. Plutôt la civette que le chinois. C'est vrai, elle a vraiment dit ça. Elle dit, il y en a marre des Chinois. Le sens de la chute, ça, elle est très forte. Brigitte, qui nous écoute, hein, il faut le dire de temps en temps. Elle va plus nous écouter longtemps, là. Elle nous aime. Croyez pas ça, elle nous aime beaucoup. Encore aujourd'hui. On la fait rire et tout, on la dérive. Elle aime beaucoup les bêtes et on la dérive. Je disais où est-ce qu'il veut aller. Allez, on se retrouve après une page de pub, à tout de suite. Les soldes d'hiver chez But, c'est moins 20, moins 30 et jusqu'à moins 50%. Sur des centaines d'articles signalés. Les soldes d'hiver chez But. Venez, c'est maintenant. Sauf réglementation préfectorale. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Patrick de Carolis, directeur général du Figaro Magazine. Reprise économique, accès au travail, lutte contre l'exclusion. Demain dans le Figaro Magazine, Jean-Pierre Raffarin prend la plume et livre lui-même les clés de sa politique pour l'emploi. À lire aussi une grande enquête sur une étonnante passion française, la généalogie, et un magnifique reportage sur le Yémen avec des photos aériennes de toute beauté. C'est l'actu, c'est surprenant, ça fait rêver et c'est dans le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine avec le Figaro du week-end. 4 journaux, 4 €. Rémi et Carole font des mots croisés. J'avance pas là, moins c'est plus en 4 lettres. Confiance. Quoi? C'est moins de fiscalité, c'est plus d'argent. Moins de fiscalité sur le long terme, donc plus d'argent. Moins c'est plus, quoi. Alors ça fait pas 4 lettres, mais pour la retraite, c'est bien. Hein. Carole, oui, tu m'énerves. Confluence du Crédit Agricole, c'est un capital retraite et des versements modulables. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Fiscalité des contrats d'assurance vie, contrats proposés par Prédica, la compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole. Alors, première bonne résolution 2004, manger sain. Deuxième bonne résolution, faire des affaires. Je vous arrête tout de suite, j'ai ce qu'il vous faut. Écoutez ça. Les 8 et 9 janvier, au rayon boucherie de votre Intermarché, la viande bovine à Bourguignon, origine France, est à 2 € le kilo. 2 € le kilo seulement, et seulement les 8 et 9 janvier. Alors bon Bourguignon, bonnes affaires et bon appétit. Intermarché, donnant plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Les soldes d'hiver chez But, c'est tout de suite. Jusqu'à moins 50% sur les articles signalés. Les soldes d'hiver chez But. Venez, c'est maintenant. Sauf réglementation préfectorale.
Géné jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Sophie Garel, Stéphane Pocrin, Isabelle Motro, Stéphane Alfonsi. Je vous signale que la semaine prochaine, nous serons à Serre-Chevalier vendredi prochain pour faire cette émission. Enfin, quand je dis nous, pas vous. Oui, c'est ça. On a bien compris. Et on vous a proposé aussi. Hein. Non, personne ne nous a proposé à nous. Voilà, justement, comme par hasard. C'est ça, on m'a dit à chaque fois, tiens, tu voudrais pas faire l'émission du vendredi? Oui, bien sûr. Et la semaine prochaine, non. Bah, pourquoi? On va à Serre-Chevalier. Je fais d'accord. Ok, ça fait plaisir. Vous aviez envie d'aller à Serre-Chevalier? Évidemment, vachement. Alors où est-ce que c'est à Chevalier? Salle du Cerf d'Aigle. Voilà, à Serre-Chevalier. D'accord. À Serre-Chevalier, c'est très bien. En fait, la salle du Cerf d'Aigle, c'est à Chantemerle, précisément. Alors, au lieu Jamais je vais trouver, moi. Au lieu d'y aller avec des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont aucune culture de notre beau pays, la France, pour y emmener des gens un peu intégrés comme Jean-Luc Lemoyne et moi. Nous, on arrive à Serre-Chevalier, on a nos habitudes. Moi, j'ai mon rond de serviette au Cerf d'Aigle. Enfin, je vous signale qu'on part le jeudi soir à 22h et qu'on arrive le lendemain matin. On arrive le lendemain matin à 8h. Et alors? En train de nuit. Tu veux nous dégoûter? Et moi, j'avais peur avec vous en train de nuit. Un appel au public est lancé. Soyez nombreux à Chantemerle, salle du Cerf d'Aigle. À Serre-Chevalier. Vendredi prochain, nous serons en direct entre 16h et 18h à Serre-Chevalier, à Chantemerle, salle du Cerf d'Aigle. Il y a un numéro de téléphone. Il faut appeler au 04 92 24 98 deux fois. Je redonne ce numéro. Le 04, le 04, le 92, le 92, le 24, le 24, le 98, le 98 et encore le 98. On dirait... Le 98. Mais c'est pas en Suisse, Serre-Chevalier, pourquoi tu parles comme ça? Mais pas du tout, il imite Annie Poirel et F. Biazzi qui présentaient le loto là, il y a quelques années. Vous avez retenu les noms, mais Annie Poirel, c'est vrai, c'était elle. Annie Poirel. Et F. Biazzi. Elle était bien. Elle maniait les boules avec vraiment une grande dextérité. Non, c'est vrai. En tout cas, si vous voulez vraiment rire, plutôt prenez le train de nuit. Le train de nuit à 22h. D'ailleurs, vous devriez y être là-bas à Serre-Chevalier. Notre ami Christophe Alévèque qui sera. En fait, on a pris aussi des gens qui étaient sur place parce que. Ouais, ça coûte moins cher. Mais non, oui, d'abord ça coûte moins cher, ça c'est vrai, mais parce que c'est un festival d'humour. Je comprends pourquoi j'ai pas été invité. Ça fait plaisir. D'accord, écoute, c'est bien. Les sommets de l'humour, c'est le titre de ce festival. On y retrouvera donc effectivement Christophe Alévèque, Gilles Détroit, Titoff, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel et l'équipe, la brillante équipe dont va se gêner. Voilà. J'ai la tête de Jean-Luc Lemoyne en face de moi qui se décompose au fur et à mesure. Pas peur. Mais non, mais vous y étiez pas, Jean-Luc. Je sais bien. Non, mais il est pas drôle non plus, donc si tu veux, c'est normal. Je laisserai le public juger. Je vous rappelle au Bataclan à la fin du mois. Allez, je voudrais vous parler d'autre chose maintenant, puisque notre ami Stéphane Pocrin, vous savez, a sa petite rubrique à lui. C'est pas vrai. Oui, j'ai beaucoup failloté pour faire ça. Si, le petit Stéphane Pocrin. Il a le jardinage de Stéphane Pocrin. Il a sa petite rubrique. Attends, c'est une rubrique sur quoi, là? Les cuisine? Les DVD. Ça devrait te plaire, car Le DVD de Stéphane Pocrin, celui qu'il vous conseille. Eh bien, oui. Et bien sûr, moi aussi, je peux faire ça, tout ça pour recevoir des DVD. Mais exactement. Oui, bien sûr. Mais moi, je peux faire une rubrique jeux vidéo. Non, mais moi, en plus, toi, je donne un peu, je dois ici corriger pour les nombreux auditeurs qui attendent ma chronique. J'avais dit il y a quelques semaines que qu'on pouvait acheter, oui, c'était il y a un mois, parce que je suis très peu invité ici, on me boycotte, on me censure, donc j'avais dit que l'achat des DVD n'avait aucune influence. Tous malheureux, vous les écoutez bien. N'avait aucune influence sur les fréquentations des salles de cinéma. Et dans le film français de la semaine dernière, il y avait au contraire un article qui indiquait que peut-être je m'étais laissé aller avec outrecuidance à donner des chiffres qui n'étaient pas exacts, puisque visiblement, il semblerait que les ventes de DVD aient une influence légèrement négative sur l'affluence en salle. Alors je vous le dis très clairement, achetez des DVD et continuez à aller bien évidemment au cinéma. Mais pour ceux qui auraient raté la sortie en salle du film Le Nouveau Russe, il y a quelques temps maintenant, de Pavel Lundgren, je vous le dis, achetez-le en DVD. C'est vraiment un très 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 beau film. Et en plus c'est un peu dans l'actualité, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour en parler, puisqu'on parle beaucoup de Poutine, de l'ex-Union soviétique, de ce qui se passe. Et ce film raconte par le menu la grandeur et la décadence d'un homme d'affaires véreux qui s'appelle Platon, et on voit, il y a du Scarface un peu, parce qu'il y a des scènes un peu violentes, il y a du Citizen Kane, grandeur et décadence, c'est très intéressant, et surtout, et ça c'est l'avantage du DVD, on a une excellente version commentée par le réalisateur lui-même, très intéressante, avec beaucoup d'humour, où il y a à la fois de l'humour sur son propre travail, sur les comédiens, et puis aussi un peu une bonne dose de sarcastisme. De sarkozisme, t'as dit. Une bonne dose de sarkozisme sur la situation politique actuelle. Un nouveau russe de Pavel Lundgren, un DVD à ne pas manquer.
Un DVD Stéphane Pocrin. Télévision maintenant avec, tiens, alors là, quelque chose de nouveau que nous annonce François. Jean Pascal, l'ancien candidat cancre, on peut dire, de Star Academy, mais qui est devenu une sorte de consultant, co-animateur sur TF1. Un consultant S-rigolade. Voilà, numéro 1 du rire. Non, mais c'est vrai qu'il est plutôt rigolo et sympathique. Il n'y a aucune ironie. Lui, il sera Serge Chevalier. Il sera... Eh ben, il va peut-être remplacer Nikos pour présenter Star Academy. C'est ce que dit François ce matin. Voilà, il y a des limites à la rigolade quand même. Star Academy 4, Jean Pascal à la place de Nikos. C'est une question qu'on se pose, paraît-il, à TF1. Je vous rassure, pas pour les primes, mais pour la quotidienne. C'est-à-dire que Nikos continuerait à présenter l'émission du samedi soir avec toutes les vedettes, mais celui qui scoltinerait les résumés de la semaine, ce serait effectivement Jean Pascal. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, exactement. Oui, parce qu'en plus, Nikos, lui, il part sur la chaîne sœur de TF1, sur LCI, pour animer une émission culturelle. Exact. Et moi, j'attends de voir ça. Oh, il est très cultivé, Nikos. Mais j'ai pas dit ça. Non, on a senti beaucoup d'ironie dans ta voix. On sent que t'aimes pas Nikos. Pas du tout, je l'aime bien. En Ou plus, alors il aime pas LCI, mais ça je peux pas le voir. Le Bachelor, c'était la première hier du Bachelor, si vous préférez. Ouais, enfin le en tout pêcheur. cas, le fameux Steven. Il paraît que c'était chaud, nous dit le Parisien. La villa du gentleman a paru plus sobre que celle de l'année dernière. C'était un mobilhome. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il paraît que les 20 prétendantes, les célibataires. Ah mais là c'est du lourd. Parmi lesquels, vous avez vu? Ah oui, comme il faut, vulgaire. Comment il y avait une vieille expression qu'on aurait pu lire dans un roman de Frédéric Dard, c'était sautopaf. Oui, c'est un peu ça. Tu veux dire le paysage audiovisuel? Voilà, c'est un peu ce genre-là, quoi. 15% de part de marché, voilà. Alors que quand même Bernard Tapie, 38% de part de marché avec le commissaire Valence. Vas-y Nanar. Nanar a battu le Bachelor. Eh oui. Quand même 40%. Un homme, un vrai, un mec de chez nous, pas une espèce de truc là qui passe à la télé entouré de 25 gonzesses. Le Nanar, une seule, ça lui suffit, mais alors il l'a fait monter au 7e ciel toute la nuit le Nanar. Ah, c'est du lourd Nanar. Je le dis moi. Il paraît que les candidates, c'était gratiné ce qu'elles déclaraient au Bachelor parce qu'elles se présentaient à une qui a dit je suis jolie et je m'aime. C'est quand même pas mal comme présentation. L'autre a dit je suis la Cendrillon des temps modernes. Oui. C'est bien. C'est pas mal. Et alors il y en a une, elle n'a pas dit exactement son vrai métier. Et là François. C'est quoi les critères de sélection? C'est bac-12, c'est. Alors je vais vous les donner les critères de sélection parce que il y en a une qui s'appelle 95C les critères de sélection. Oui. Marie-Laetitia. Alors hier soir sur M6 c'était marqué Marie-Laetitia, manager de bar. Sauf que je vais vous montrer les photos de manageuses de bar, parce que François nous la montre. Il se trouve qu'il y a quelques mois de cela, même quelques années, c'était en 2002, elle était passée dans l'émission Zone Interdite. Mais l'émission Zone Interdite s'intéressait ce soir-là aux stripteaseuses. Ah oui, non, mais il y a une erreur. C'est pas manageuse de bar, c'est mangeuse de bar. et on la voit là dans toutes les positions dans François. Oui. La jeune fille, je pense qu'elle a quelques atouts pour séduire le Bachelor. Il y a Philippe Alfonsi qui s'impatiente, il veut les photos maintenant. Oui, effectivement. Me les donne tout de suite. C'est chaud, hein. Mais elle a été sélectionnée ou pas? Ah oui. Bah là, oui, il a visiblement. Ah oui, il l'a gardé. Parce que vous avez raison, il y en a déjà une ou deux qui ont été éliminés hier soir. Plus que ça, je crois. Combien? Il a eu 7 ou 8. Alors, il lui a donné une rose, ce qui veut dire qu'elle a été conservée. Voilà, c'est bien ça. Bien conservée d'ailleurs, quand tu vois les photos. Il lui a tendu la tige. Il a donné une rose parce qu'elle sentait pas bon. Jean-Luc Delarue et Evelyne Thomas font partie des personnalités de la télévision qui rentrent dans le fameux classement du JDD qui sera dévoilé demain soir sur France 2 par Michel Drucker, puisque pour la première fois, ce fameux classement à la tête duquel on a trouvé pendant de nombreuses années le commandant Cousteau de son vivant et ensuite l'abbé Pierre, ce fameux classement sera dévoilé donc demain soir samedi. C'est la première fois que que ce sondage donne lieu à une émission télévisée. On verra donc les Zinedine Zidane, les abbé Pierre, Sœur Emmanuel. L'abbé Pierre s'est désisté cette année. Kouchner, si, mais il sera parrain de l'émission, il sera là. Et les Kouchner et toutes ces personnalités préférées des Français. Sauf que dans la liste des entrants, il y a Jean-Luc Delarue et Evelyne Thomas, et ils sont très peu nombreux finalement, ceux de la télévision, à faire partie de ces 50 personnalités-là. C'est qu'il y aura Laurent Gérard aussi, Mimi Mati évidemment, Véronique Jeuneste, Jean-Marie Bigard qui rentre aussi dans ce classement, dévoilé donc demain soir. Pas Arthur, pas Lagaffe, pas Marc-Olivier Fogiel. Et vous y êtes encore, Laurent? Je suis plus, moi j'ai déjà fait partie de ce sondage pendant 1 an et demi à peu près. J'ai fait 3 classements, c'est pas mal déjà. J'ai commencé 47e, je suis monté je crois jusqu'à la 45e et là
Ouais, mais à mon avis, c'est le choix de vos chroniqueurs qui vous a fait... C'était le top niveau 45e pour moi. Et puis vous avez fait et puis après, le- je suis sorti. Je dis hop, c'est assez. J'ai fait mon tour. C'est ça. Et Après, vous avez il eu s'est les mêmes retiré. déclarations d'ailleurs. avec Après, tout. j'ai dit je laisse la place à Laurent Gérard. Exactement. Comme l'abbé Pierre, vous avez dit, c'est plus la peine de voter pour Voilà, moi. place aux jeunes. Après, j'ai dit. Exactement. C'est tout à votre J'ai honneur. trop donné. C'est mon côté Abbé Pierre. Non, mais ça sera intéressant de savoir. Moi, j'adore regarder ce classement. Faut bien dire. On voit un petit peu qui est dans le cœur des Français. Mais les gens, je sais pas comment ça se passe. Ça veut dire qu'on vote, on peut faire Nous aurons entrer ce qui on soir veut dans notre ou on émission coche télé Jean-Claude Maurice, le rédacteur en chef du journal du dimanche, qui nous a bien expliqué le que, principe. en fait, on donne une liste aux gens qui sont sondés, alors qui sont sondés en face à face, c'est-à-dire qu'on leur passe pas un coup de fil, parce que 50 noms, ce serait évidemment impossible à retenir. On leur donne les 50 noms du classement précédent, et on leur donne une liste supplémentaire de noms parmi lesquels ils doivent choisir pour les faire rentrer. Et cette liste-là est établie à partir d'un sondage intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a proposé des noms, on a, je sais pas, une autre cinquantaine de noms nouveaux à des personnes qu'on a interrogées, et on retient les 4 ou 5 premiers de cette liste, et c'est ceux-là qu'on soumet au jugement final. Bah oui, Voilà. mais c'est pas équitable. Comment c'est pas équitable? C'est pas équitable parce que ça veut dire qu'il n'y a que 50 rangs possibles par année. Ça veut dire aussi que qui fait la première liste de 50 noms intermédiaires. Ah oui, et mais- ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourront pas rentrer. Stéphane, par exemple, il y a peu de chances qu'il rentre puisque personne ne l'a proposé. Mais s'il le propose, il faut être en vue, il faut faire des tas de choses. Mais il faut Stéphane, il n'est pas en vue. Comment ça, je fais rien moi du tout. Quand même, j'en fais des choses, hein, je vous assure. Autant je comprends pour une élection que des gens qui ne se présentent pas ne soient pas Vous pouvez nommés. pas comparer Stéphane Poquelin et je sais pas moi. Et Jean-Marie Bigard, c'est sûr. C'est pas possible. Ben oui, il remplit le Stade de France, Jean-Marie Bigard. Pas vous. Et moi je le vide, c'est déjà pas mal. En revanche, Monique Pantel arrive à la 390e place. Et elle est là au téléphone. Monique, bonjour. Ah, je défaille de plaisir. Ah oui? L'année cinéma commence bien. C'est vrai? En revanche, l'année Pantel commence mal. Aïe. L'autre nuit, en allant faire pipi, je suis tombée sur le bidet de Intéressant Jacques. comme détail. Et c'est moi qui ai eu mal. On m'avait 3 points de suture, mais j'ai vu mon crâne à la radio. Très joli, mon crâne. Il est mieux que mon visage. Je devrais me promener avec mon crâne. Elle se prend pour Hamlet. Et pendant ce temps, à bonne rencontre, ma sœur Janine tombait dans la rue. On est les sœurs Gadin. Ah oui? Après cette chute, une ascension. Les films sont adorables. Alors, on commence par un des films que la presse a bien voulu encenser cette semaine, L'Esquive du réalisateur Abdelatif Keshish. Ah, c'est délicieux. C'est épatant. C'est la banlieue. C'est Marivaux en banlieue, dans une cité. C'est drôle, c'est chaleureux, c'est plein de vie, d'espoir, d'amour et de verve. C'est très très bien. C'est donc, il répète une pièce de Marivaux, et c'est l'amour entre un garçon et une fille, et c'est les bandes justement de garçons et de filles qui se regardent un peu de loin, un peu avec méfiance. C'est très joli, c'est très sympathique, c'est pas cucu, c'est pas une vision angélique, c'est une vision optimiste, mais sympa, c'est un joli film. Parfait, d'accord avec Ah ça. oui, c'est un plaisir. C'est un film d'Abdelatif Keshish qui avait déjà fait un film formidable qui s'appelait La faute à Voltaire il y a quelques années. Et c'est extraordinaire parce que bon, on se dit voilà, ça se passe en banlieue, tout ça, on a l'impression qu'on a déjà vu un peu tout ça, et pas du tout quoi. C'est extrêmement nouveau. C'est un point de vue totalement, libre quoi, parce que il parle d'amour, il parle pas du tout de ce dont on parle quand on aborde la banlieue d'habitude. Et ça nous fait vraiment du bien quoi. En plus, c'est très drôle. Et on reçoit ce soir sur France 2 une des jeunes comédiennes du film, Sarah Forestier, que j'ai vue. Et je dois dire, c'est une graine de star. Elle est extraordinaire. C'est une nouvelle Vanessa Paradis. Oui. C'est assez incroyable. La petite Sarah Forestier, donc, dans L'Esquive. Alors, il y a un autre film réalisé par un Français, mais produit par Hollywood. C'est Gothica, avec Alberi, la chouchoute de Jean-Luc Lemoyne. Elle serait tout de suite dans le classement des 50 personnalités, croyez-moi. Et Penelope Cruz. Je l'enlève du classement, je la mets chez moi. Gothica qu'avait pas le faire. Je comprends pas. T'avais qu'à pas le faire. Eh bien, je dis, le film américain de Mathieu Kazovic, c'est raté de chez raté. Ah bon? Même d'en parler, ça me donne mal à la tête. Aïe. Une belle psy, Alberi, comme vous dites, qui est absolument superbe, est mariée avec un gros patapouf, psy lui aussi, qui dirige un hôpital, et elle soigne une folle furieuse, Penelope Cruz, que je trouve très bien dans ce rôle. Et à mon avis, j'ai pas tout compris, mais à mon avis, la folle l'envoûte. En tout cas, Alberi saute les plombs.
tue son mari, c'est ce qu'on croit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Peut-être que non, peut-être que c'est pas ça du tout. C'est sûr que résumé comme ça, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Je me tourne donc vers Isabelle Motro. Non, moi je trouve que c'est Mathieu Kassovitz le dit lui-même, c'est une série B. Il a fait, c'est un film de commande, c'est ce qu'il dit. C'est un film cauchemar. C'est une bonne série B réussie avec les codes habituels du film d'horreur américain comme on en voit maintenant. Ça fait penser à Ring, ça fait penser à des choses comme ça. Non, moi je pense que voilà, en tant que série B, il est réussi. Voilà, c'est sans prétention et c'est bien. Non, j'ai entendu dire un truc formidable l'autre jour à Kassovitz. Il a dit on peut pas avoir sans arrêt quelque chose à sortir quand on est réalisateur. Et ben quand on n'est pas prêt, autant faire un film de commande, essayer de le faire le mieux possible. Et puis quand on a quelque chose à dire de nouveau, ben on le dit. Dans l'émission de mercredi, Jean-Bernard Hébé était allé voir pour nous le film 2 en 1 avec Matt Damon et Greg Kinnear. Et il avait trouvé ça formidable. J'adore aussi. Vous aussi? Oh, moi aussi, j'adore ça. Au début, devant ses frères siamois collés par la taille, on est un peu gêné, mais ils sont tellement sympas qu'on les aime, on s'attache à eux, ils font la cuisine ensemble dans leur fast-food, et puis ils ont la mauvaise idée de partir pour Hollywood et de se faire détacher. Et à partir de ce moment-là, ces 2 frères si attachés s'ennuient à mourir, et ça devient ravissant. C'est des vrais frères siamois, enfin pas dans la vie, mais dans le film. Dans le film, c'est des vrais siamois qu'on sépare. Ils sont attachés. Ils sont attachés par la taille, enfin je crois. Hein, par le bras. Non, par la taille. Ils sont attachés par le corps, quoi. Par le corps. Moi j'ai vu par la hanche. C'est des siamois, ils sont attachés par le corps. Ils se font séparer, et là ils s'ennuient à périr, on rit, on pleure. Moi j'ai applaudi, c'est bien comme tout. On n'avait pas vu ça au cinéma, des siamois aussi drôles depuis La Belle et le Chat. Hein. Oui. En fait, c'est un très mignon film. Au départ, moi, quand j'ai vu les affiches, je dis, oh là là, quelle merde américaine encore ça. Et là, c'est pas vrai. Et pas du tout, c'est un très bon film. Les frères Farrelly avaient fait Marie à tout prix, qui était quand même assez rigolo. Avec ça, c'est encore mieux. Moi, je trouve que c'est leur meilleur film. 2 en 1. Oui, c'est très bien. Parfait. Nathalie, un film français d'Anne Fontaine avec Emmanuel Béard, Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Alors, c'est le pur produit qualité française, avec des acteurs qui jouent comme on respire. Fanny Ardant, superbe, s'aperçoit que son mari Gérard Depardieu, sublime, la trompe. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, elle engage les services d'une superbe prostituée, Emmanuel Béard, qui ressemble à une poupée gonflable, mais c'est pas du tout méchant ce que je dis. Elle est superbe. Elle est payée pour séduire le mari et raconter à la femme ce qui se passe au lit. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a prise par derrière et par devant. Je lui ai mis de la crème, il a bandé, j'ai joui 4 fois et demi. Et alors du coup, la femme, sa libido aussi se réveille, elle achète cette fameuse crème et le Gérard, le Gégé se réveille et la saute. Alors je n'ai qu'une question, où trouve-t-on cette crème? Mais est-ce que c'est bien? Parce que j'ai pas vraiment compris si vous aviez aimé ou pas. Non, pas vraiment. Non. C'est un peu chiant? C'est un peu raté, pas raté, non. Mais c'est pas assez érotique pour un tel sujet. C'est du blabla. C'est de la parole, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et ceci, et cela. Ça m'a pas emballé, mais les acteurs sont formidables. Isabelle Motro. Oui, les acteurs sont formidables, c'est vrai. Et effectivement, c'est un peu curieux, c'est que c'est paradoxal. Elle raconte des trucs hyper chauds, Emmanuel Béard, et en même temps, c'est vrai que ça reste un peu, on reste assez froid devant ça. Donc, c'est là où le bas blesse, je dirais, parce qu'il y a vraiment, c'est dommage parce que l'histoire est vraiment intéressante. Oui. C'est une histoire de manipulation assez savoureuse. Les acteurs sont bien, et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'on reste au bord de l'orgasme. Kiss of Life, un film d'Emily Young. C'est une intelligente réflexion sur la mort et la façon de passer de l'autre côté. Une mère de famille un peu perturbée parce que son mari est toujours dans des missions humanitaires au lieu d'être avec elle. Elle se fait écraser dans la rue sous les yeux de son fils. Et elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas quitter sa famille. Elle revient les hanter et c'est un superbe sujet, je trouve, parce que comment on fera, nous, pour quitter notre âme, pour accepter que notre âme nous quitte. En tout cas, moi, ça m'a intéressé, ça m'a touché en plein cœur. Kiss of Life, oui. C'est bouleversant. Enfin, c'est vraiment une réflexion qui, c'est ce genre de film, on en sort et on
on continue à réfléchir, à se poser des tas de questions. C'est toujours intéressant. C'est vraiment poignant, quoi. C'est un beau film encore. Hein. Dernier film de la semaine, attendu celui-là aussi, le film de Sofia Coppola, la fille de Francis Ford, avec Bill Murray, Scarlett Johansson et Anna Faris. Le titre du film, c'est Lost in Translation. C'est une révélation, c'est un cadeau. C'est vraiment un très très bon film. Elle a du talent, la petite Sofia Coppola. Hein. Alors donc, un Américain, Bill Murray, qui est génial, il est de plus en plus génial celui-là, il débarque à Tokyo pour faire une pub. Il ne comprend rien et pourquoi son interprète traduit un mot, les phrases très longues que dit le metteur en scène. Il est paumé et dans l'hôtel, il rencontre une jeune femme paumée elle aussi. Il la console, c'est Scarlett Johansson, elle est très mignonne. Il la console parce que son mari, son Jules, enfin son fiancé n'est jamais là non plus. Et il se passe rien entre eux, c'est ça qui est bien. Ils ne couchent pas ensemble, ils boivent ensemble. Et c'est un très 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 joli film. Oui, c'est vrai que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, oui. C'est un film étonnant parce que c'est très drôle. Bill Murray est à mourir de rire. Il y a des scènes, mais vraiment à mourir de rire sur ce pays à la fois si proche et si lointain qu'est le Japon, où les codes sont absolument pas les nôtres. Et en même temps, il y a cette histoire d'amour sans vrai amour, en tout cas rien n'est dit, qui est extrêmement émouvante. On passe dans ce film de l'émotion au rire en permanence. Tout ça en plus, elle a un sens de l'esthétique, Sofia Coppola, qu'elle avait déjà montré dans son film précédent qui s'appelait Virgin Suicide et on en avait pas mal parlé. En plus, c'est très beau, quoi. Enfin, vraiment un film, il faut absolument aller le voir. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Et voilà, c'est drôle, c'est fort. Lost in Translation. Mais c'est difficile à dire, hein. Lost in Translation. C'est une belle semaine cinéma. Donc, oui, moi je trouve aussi. Hein. Manifestement, L'Esquive, le film d'Abdelatif Kechiche, 2 en 1, le film américain sur les frères siamois, et aussi Lost in Translation, sans oublier Kiss of Life. Ouais. Pour ceux qui aiment le cinéma français, avec Emmanuel Béard, Fanny Ardant et Gérard Depardieu, pour les grands comédiens, Nathalie, le film d'Anne Fontaine éventuellement, et puis pour ceux qui aiment les films d'horreur, Gothica. Voilà. Bravo Laurent. Un bon résumé. Au revoir Monique, à vendredi prochain. Au revoir, bisous. Bisous. Quelques conseils avant de partir, Sophie? Je sais pas, j'ai reçu pas mal de livres, mais il y en a un qui m'intéresse et dont je vous parlerai peut-être plus longuement plus tard, mais c'est un manuel comment parler de musique aux enfants, la musique classique. Et je l'ai feuilleté, il est très très bien fichu, à partir de quel âge, comment leur présenter, la musique classique est toujours un petit peu rébarbative. Ça me paraît très intelligemment fait. L'éditeur L'éditeur, c'est Monsieur Charvet qui a écrit ça, c'est patronné par le CNDP, quand même, c'est sérieux. Et l'éditeur, c'est Adam Biro. Jean-Luc? Un one-man show lundi soir au Réservoir à 9h, en plus entrée libre, c'est Jean Rachid. Entrée libre, ça veut dire gratuit? Exactement. Il faut payer les consos? Ah oui, ça par contre, faut pas exagérer quand même. Ça s'appelle Itinéraire d'un enfant de quartier et c'est un très très beau one-man show. Parfait. Moi, je voudrais vous signaler la parution aux éditions de la Pléiade de 112 nouvelles. Alors, je vois que Monsieur Philippe Alfonsi a l'air intéressé. D'Henry James. Voilà. C'est la Pléiade qui publie ces 112. il est trop fort Thierry Henry, hein, vraiment. 112 nouvelles. Bibliothèque de la Pléiade. J'ai appris cette nouvelle grâce à un nouveau magazine littéraire qui s'appelle Topo. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine. C'est seulement le numéro 2 qui est en kiosque. Moi qui, hélas, n'ai pas le temps de lire suffisamment, j'ai quand même trouvé ce magazine littéraire. J'ai lu ça dans l'avion, pour tout vous dire. J'ai découvert. Et j'ai trouvé ce magazine littéraire très très bien fait. Ça vous donne envie de découvrir des tas de bouquins et de découvrir de nouveaux auteurs. Le magazine s'appelle Topo. Voilà, c'est un magazine littéraire. Moins littéraire, un magazine People, un nouveau numéro. Le magazine E. Vous avez remarqué, c'est pas mal comme titre, E. C'est pas Voici, c'est pas Gala, ça coûte 4 €. Et puis voilà, vous saurez tout. Par exemple, tiens, sur Elsa Fayer. Il y a des photos d'elle, c'est beau chez elle, dites donc. Hein. Wow. Et il y a une photo d'elle en peignoir. Rien d'autre à dire? Non. Si. Bon week-end. Bon week-end, à lundi, profitez-en. À bientôt.